Salut à tous, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle et une dernière émission d'Acropolis, en tout cas pour ce qui est des questions d'actualité au gouvernement. C'est notre dernière émission de l'année, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis pendant tout ce temps. Bonjour la régie et merci à toi, comment tu vas? Bonjour mon cher François, ça va et toi? Eh bien écoute, ça va. J'essaie de rentrer dans ton jeu, de regarder dans ta direction pour faire croire que je vois, en effectivement. Attends, vas-y, 1, 2, 3. Ouais. Écoute, moi ça va très bien, j'espère que ça va, vous le chat, j'espère que vous êtes chaud pour cette dernière séance. Car en effet, nous sommes le 19... Attends, je dis dernière séance, je dis pas de conneries, c'est bien la dernière séance. En tout cas, sur Acropolis, oui. Oui, effectivement. Ça, c'est sûr. Parce que vous le savez, oui, vas-y. Non, puis j'allais dire, mardi prochain, c'est un peu Noël. C'est ça. Voilà. Et donc, parce que pour toi, Noël, c'est le 25 ? En général, ça tombe le 25. Les histoires d'amour finissent mal ? Non ? Non, donc du coup c'est la dernière séance de questions d'actualité au gouvernement de cette année, pour autant qu'on sache, en tout cas c'est la dernière qu'on suivra nous tous ensemble sur Acropolis. Pourquoi ? Parce que peut-être que la session, donc on a vérifié, il n'y a bien qu'une seule session ordinaire pendant l'année, mais il y a une suspension des travaux pendant la ou les 2 semaines de Noël et de Nouvel An. Peut-être que ces 2 semaines seront réduites à une seule semaine, on ne sait pas, on va voir. Toujours est-il que s'il y a une nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement, nous ne serons pas là pour la commenter parce que nous serons en train de dormir passablement alcoolisés suite aux agapes de Noël. Donc du coup c'est la dernière séance que nous suivrons ensemble d'ici 28 petites minutes, puisqu'il est 14h32, nous sommes le 19 décembre 2018, et ensemble dans 28 minutes on va suivre la séance de questions d'actualité au gouvernement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bon en même temps là vous êtes 70 donc je pense que tout le monde connaît. Tu peux pas préjuger comme ça. Alors ne préjugeons pas. De quoi s'agit-il ? 15 députés qui posent 15 questions à nos pas sénateurs, à nos ministres. 15 questions qui peuvent porter sur ce qu'ils veulent. Ils peuvent se lâcher, ils peuvent se faire plaisir, poser les questions qu'ils veulent. Quelles questions vous poseriez ? Oui, j'ai dit agap, Julie Agitation. En général, je perds mes mots et de temps en temps, je trouve un joli mot à caler comme ça que personne ne connaît. Donc voilà, 15 questions à poser aux ministres. Sur quoi porteront les questions d'aujourd'hui ? C'est une bonne question. Ça pourrait être la première question de cette séance de questions. Donc voilà, dites-moi de quoi vous pensez que ça va parler, de quoi vous avez envie qu'on discute pendant nos 30 premières minutes tous ensemble. Donc la chaîne n'est pas laïque. Pourquoi la chaîne n'est pas laïque ? C'est un jour férié officiellement, Noël, je crois, pour le meilleur ou pour le pire. Il me semble, je sais pas. Et la consommation d'alcool n'a rien à voir avec la laïcité. Au contraire d'ailleurs. Oui, c'est vrai que je ne dirais rien là-dessus. C'est vrai qu'il y a certaines religions où quand même on s'en met une petite derrière l'épaule, derrière l'oreille dès qu'on peut. Le rétropédalage du gouvernement, effectivement, Bounès 3, vous avez peut-être vu ça hier en sortant de l'émission, Sylvain et moi, help de main partielle de droit constitué et de droit civil. Eh bien écoute Walking Douche, je te souhaite tout le bonheur du monde, un joyeux Noël. Écoute, j'espère que cette émission pourra t'aider à réviser, mais je serai toi, j'éteindrai l'émission et j'irai quand même ouvrir mes bouquins. Moi, je ferai exactement l'inverse de ce que vient de dire François. Surtout si tu l'as pas fait. Oui, non, c'est vrai que si tu n'as rien fait, c'est peut-être mieux de rester ici, au moins tu auras les bases. Donc oui, je disais rétropédalage du gouvernement. Hier, en sortant de l'émission, Sylvain et moi, Sylvain sort son téléphone et me dit « Oula, le gouvernement revient sur les mesures de début novembre ». On s'est regardé en se disant « Mais ils sont dingues, ils veulent relancer, ils veulent jeter de l'huile sur le feu et que ça explose ou qu'est-ce que… » Et voilà, et 2 heures plus tard, grosso modo, dans ces eaux-là, on apprenait qu'en fait, ou même moi, parce que voilà, on apprenait que, eh bien, finalement, on revient sur le revenage et que du coup, voilà. Benjamin Griveaux recadré par Gérard Larcher, un gros moment. Je n'ai pas vu ça, Gérard 92 sur N. Qui regarde le Sénat ? Eh bien vous, à 17h sur Acropolis avec l'émission Questions aux sénateurs. Mais ce n'est pas le Sénat que vous regarderez, c'est un sénateur, et j'ai oublié son nom, c'est Hugo qui le reçoit, je sais. Tout à fait. Et tu peux me rappeler le nom du sénateur ? Oui, bien sûr, je peux faire ça. Allez, fais ça. Il s'appelle Jean-Marc Gabouty. Jean-Marc Gabouty. Sénateur de la Haute-Vienne, sénateur RDSE. RDSE, Rassemblement démocratique social et européen ? Environnemental, européen. Non, européen, oui, tu as raison. Je sais pas. Il doit être parti radical. On va aller voir ça, effectivement. Vous savez, c'est en gros le centre, RDSE, centre de gauche. Européen.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller poser vos questions sur le Twitter, ou il est peut-être un peu tard en tout cas, être là pour l'émission sur le chat et à poser vos questions. Attendez, je lis un peu le chat. Qu'est-ce que vous nous dites? Alors ça parle de 8-6, on a un resub, 3e mois d'Omegax. Merci beaucoup Omegax pour ce resub. Ce qui nous permet de faire une parenthèse sur les subs dont on a parlé juste avant. Resub, oui. Nous n'allons pas faire d'émission pendant 15 jours entre la fin de la semaine là et la reprise en janvier. Si vous souhaitez conserver votre ancienneté au niveau des subs, faites attention de ne pas vous laisser piéger avec la période de latence, la période de vacances plutôt, et de perdre les 11 mois que vous avez par exemple pu avoir jusque-là. Merci pour cette illustration. Je disais que nous aimerions pouvoir nous payer des Ferrero Rocher à Noël. Alors non, parce qu'il y a de l'huile de palme dedans. Tu as tout à fait raison. J'ai toujours raison. On ne sait plus du rétropédalage, là on est sur du niveau de girouette. Après, leur argumentation c'est on voulait revenir, on a vu tout de suite que ça plaisait pas, puisqu'apparemment les députés ont tous appelé en disant hop 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 hop, qu'est-ce que vous nous faites là, c'est pas une bonne idée. Et du coup ils ont fait demi-tour en admettant, en disant bon c'est une mesure politique, on fait demi-tour, qu'est-ce qui se passe? Il y a du déplacement de matériel à côté, dans les couloirs. Ça ressemblait à un tremblement de terre, j'étais un peu peur. Et un resub d'Arturus, 11e mois, mais qui accumulerait 11 mois de sub. Merci beaucoup Arturus. Qui aurait à y perdre? Tu peux pas comprendre, t'étais pas là à l'époque. Tout à fait. Je ne sais pas. Donc ouais, non, ils ont assumé que c'était un retour, un rétropédalage sur le retour qui était tout à fait politique, et un resub d'Ecladus. Merci beaucoup Ecladus, sub famous. Merci à toi Ecladus, j'espère que tu regardes souvent Acropolis. C'est lui, hein, si vous vous demandez, c'est lui Ecladus. Je nie toute responsabilité. Pas moi, j'ai vu, je sais qui c'est, mais je ne dirai pas. Donc oui, non, ils ont admis que c'était un retour politique, que c'était vraiment pour éviter qu'ils revenaient sur le retour pour éviter de jeter l'huile sur le feu, etc. Donc on peut au moins leur reconnaître ça. Demain partiel de sciences politiques et vendredi de sociologie pour ma part. Vous avez des partiels, dites-nous. Dites-nous quels sont vos partiels sciences politiques et sociologie. C'était intéressant ça, moi j'avais beaucoup aimé ces cours-là, Gaëlle. Salut Lufolas, Benjamin Griveaux recadré par l'Archer. Les fuites de la centrale nucléaire et la démission du conseil de contrôle de celle-ci. J'ai vu zéro info là-dessus, Piloderma, n'hésite pas à nous en parler. Moins plus moins égale plus, effectivement, on est sur une grosse maîtrise de l'addition, Carpastec. On confond multiplication et addition. C'est fou cette absence de coordination de ce gouvernement quand même. Bah là, c'est pas une absence de coordination, c'est le gouvernement qui a dit on fait un truc, puis finalement on revient dessus. Bon, faut pas non plus chercher à chercher la petite bête à chaque fois. Hein. Je veux dire, là, bon. Recadrage lors des QAG au Sénat. Le président du Sénat n'a pas apprécié le dépassement du temps de parole du ministre ainsi que son ton qui ne colle pas avec l'ambiance respectueuse du Sénat d'habitude. Ah, Benjamin, qu'est-ce que tu nous fais? C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux, qu'est-ce que tu vas faire chier les sénateurs aussi? Droit fiscal vendredi, ça va être l'éclate. Droit fiscal, c'est sympa le droit fiscal. Moi, j'avais eu quoi, 6, je pense. Peut-être 8, je sais plus. Droit administratif, pareil. C'était sympa le droit administratif. Partiel d'info, ça j'ai jamais eu. L1 sciences politiques, bien écoute, bon courage pour la suite de tes études, Gaëlle. J'espère que ça te plaira. Moi, j'avais beaucoup apprécié mes études de sciences politiques. Quand il recule l'exonération de la CSG pour les retraités à juillet, pas sûr que ça calme, effectivement. On va voir, on verra. Après, le truc, c'est que, bon, moi, tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit, mais non, le calendrier, tout le monde s'en fout, ça ne jouera pas. Moi, je suis persuadé que pendant les fêtes, tout le monde a envie de se manger sa bûche tranquille et que personne ne va aller faire des manifs. Je doute que le 23 décembre, vous aurez la révolution sur les Champs-Élysées. On verra, hein, je me trompe peut-être, mais moi, pour moi, le calendrier joue clairement en faveur du gouvernement. Mais bon, on verra ce qu'il en est. Langues anciennes et littérature biblique. Qu'est-ce que tu fais comme études, Cago? Ça a l'air intéressant, ça, littérature biblique. Ça doit être particulier quand même. Excuse-moi, juste une précision, il n'y a pas de S à la fin de com. De com. Comme études. Oui, pardon, tu sais, Les Liaisons dangereuses est un très beau bouquin, du coup, j'en insère un peu partout dans mes phrases. Des bouquins? Non, des liaisons dangereuses. Très bien. La Fisca, c'est du caca. Ah! Merci pour cette punchline de qualité. Merci, Kylian. Il y a des gens qui vont fêter Noël sur les ronds-points. Tu penses, Aileen?
Vous pensez quoi des problèmes en Belgique? Bah, on ne sait pas, t'en penses quoi, toi? Effectivement, dites-nous, en Belgique, vous avez vu peut-être que le gouvernement... Alors, je maîtrise pas bien la politique belge, hein, voire Mais pas du tout. je pense qu'elle-même ne se maîtrise pas bien non plus. C'est juste, c'est à peu près le seul truc que je maîtrise sur la politique belge, c'est précisément ça, le fait que c'est régulièrement le bordel. Mais oui, j'ai vu que le gouvernement belge avait été poussé à la démission et que du coup, voilà, on va voir s'ils vont repasser à nouveau 2 ans sans gouvernement. Quand les gendarmes menacent d'une amende de 500 € par jour et par personne, les gens qui restent sur les ronds-points, ouais, personne va s'y risquer. En même temps, quand tu bloques la circulation, c'est illégal de bloquer la circulation. Je veux dire, les gendarmes, ils appliquent la loi, hein. Parfois, ils vont plus loin aussi. Bon. Personne ne maîtrise la politique belge. Il y a des ronds-points en Belgique, je ne sais pas. Oui. Il faut savoir que je suis un quart belge, mais j'y suis jamais allé. Vous en foutez, mais bon. Je veux dire, c'est la dernière émission de l'année, hein. On raconte nos vies, on a... Enfin, voilà. Y a-t-il une émission Question sénateur prévue avec un sénateur Rassemblement National? Alors la réponse est non, parce qu'on n'a pas encore programmé... les sénateurs qui interviendront l'année prochaine ne sont pas encore programmés. Oui, et de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Et en plus, c'est pas nous qui décidons, mais du coup, il n'y a ni un sénateur RN, ni un sénateur quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est vraiment Public Sénat qui choisit... Exactement. Donc si tu veux qu'ils nous envoient un sénateur Rassemblement National, il faut leur dire. Comment croire en la politique, SVP? Tu as 4 heures pour répondre à cette question, mon cher François. Eh bien, Ajax, il faut commencer par beaucoup d'abnégation, par beaucoup de volonté de défendre les Français dans les situations les plus difficiles, mais aussi l'intégralité des Français. Et je sais pas où je vais avec ça. Mais comment croire en la politique? Faut-il croire en la politique? C'est pas la question. La question, c'est comment croire en politique. Non, mais moi, Tu poses cette question? J'analyse, j'essaie d'étendre le débat. Eh bien, écoute, moi, je pense que si tu n'y crois pas à la politique, il faut y investir pour la changer. C'est une réponse. Tout à fait. Parce que la politique, quand même, la grande leçon en politique a un peu... D'ailleurs, on discutait il y a quelques jours de est-ce que les gilets jaunes sont représentatifs de quelque chose ou pas. La politique, la grande leçon en politique, c'est que les décisions, elles sont prises par les gens qui se ramènent aux décisions, qui se ramènent au moment où il y a des réunions, qui se ramènent au moment où il y a des... si tu fais une blague sur les ramen japonais, je te coupe le micro à distance. Non, je suis en train de calculer le temps qu'il a fallu pour qu'on parle du référendum d'initiative citoyenne dans le chat. Ah oui. 12 minutes, c'est pas mal. Tu nous fais un petit point d'exclamation RIC dans le... Je vais chercher l'inspiration, mais j'ai peur de ne pas être... Donc ouais, non, la politique, c'est fait par les gens qui se ramènent aux élections, qui se ramènent aux réunions, qui se ramènent aux meetings. Je sais pas, les meetings, j'ai toujours été très dubitatif personnellement parce que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt comme exercice. Mais aux États-Unis, par exemple, ils ont la culture de town hall. C'est vous venez et vous répondez aux questions des gens qui sont à votre meeting. Et ça peut être dans le clash aussi. Mais vous interagissez avec vos électeurs. Et la grande leçon en politique, c'est que vous vous occupiez de politique ou non, il y a un moment où la politique va finir par s'occuper de vous, parce que c'est le contrat social, on a décidé collectivement tous ensemble que l'État fonctionnait comme il fonctionne, que on avait une représentation qui prenait des décisions pour tout le monde, et vous avez le droit de ne pas voter si vous voulez, vous avez tout à fait le droit, mais le jour où vos députés prennent une décision qui vous concerne et qui ne vous plaît pas, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même si vous n'avez pas voté. Et après, quoi faire? Et après, vous investissez dans un parti, dans un mouvement, vous allez voter, vous lancez des pétitions, des manifs, des associations, des syndicats, des lobbies, que sais-je, Acropolis, voilà. Mais voilà, mon conseil, discuter avec vos députés, peu importe leur étiquette, c'est intéressant et ça leur montre qu'on les regarde. Tout à fait, Aileen. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous pouvez contacter très souvent vos députés, vous tapez leur nom, vous tombez sur leur site web et vous pouvez leur envoyer des messages. Je ne sais pas dit qu'ils répondent à chaque fois, mais souvent il y a des numéros pour appeler, etc. Ils ont des permanences en circonscription. Il y a des moyens de s'investir en politique. Et merci de ne pas réduire la politique aux élections. En plus, tout à fait. Tout à fait, parce que quelque part, en fait, on fait tous de la politique tout le temps. Je veux dire, quand vous décidez de pas faire de politique, c'est aussi d'une certaine manière faire de la politique. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire implicitement, c'est l'état actuel des choses me convient, la direction qui est prise par, j'en sais rien, le gouvernement, etc., me convient, ou à minima, j'ai pas envie de m'y intéresser, donc ça me suffit. C'est pas suffisamment. J'ai pas envie d'agir pour la changer. J'ai pas envie d'agir pour la changer. Ça me va suffisamment pour que je ne me sens pas intéressé pour m'investir, etc., etc. Voilà, donc d'une certaine manière, c'est aussi une position politique, ça. Un syndicat est-il un lobby? Un syndicat peut être un lobby.
selon les actions qu'il mène en fait. La question, c'est comment tu définis un syndicat, au-delà de ce qu'en dit la loi, et comment tu définis un lobby. Est-ce que c'est... Un lobby, c'est un groupe d'influence, au sens large. Tout à fait. Mais je ne crois pas qu'il y ait de définition légale du lobby, quoi. Le syndicat, il y a une définition légale, mais Oui. les lobbies, je ne pense pas qu'il y en ait une. Mais par exemple, c'est intéressant, c'est Laurence Dumont, la sénatrice que Jean recevait. Attends, c'est Laurence Dumont qui est... Laurence Rossignol, la semaine Rossignol, putain, à chaque fois je les confonds les deux. Laurence Rossignol, que Jean recevait la semaine dernière, vous lui avez posé des questions sur les lobbies, elle répondait à un truc intéressant qui est, elle a commencé par répondre, il n'y a pas de lobby LGBT au gouvernement et à l'Assemblée, contrairement à ce que peuvent dire certains partis. Puis on lui a demandé, est-ce qu'un syndicat, c'était quoi la question, est-ce qu'un syndicat c'est un lobby, ou enfin je sais plus, des questions comme ça, ou est-ce que le MEDEF c'est un lobby, et elle a répondu en disant, en bottant un peu en touche, mais en disant un truc intéressant qui est que ce qui pour elle définissait un lobby, et elle n'a pas complètement tort d'une certaine manière, c'est que il y a des trucs, c'est des groupements d'intérêt. Une association, comme Greenpeace par exemple, c'est un groupement d'intérêt. Là où j'en sais rien, Nestlé, c'est un lobby. Pourquoi? Quelle différence entre les deux? C'est l'intérêt économique des uns, alors que les autres, c'est pas tellement un intérêt économique, mais un intérêt. Elle parlait d'intérêt privé, je crois. Oui, privé peut-être. Par opposition à l'intérêt commun. C'est ça, je ne sais plus exactement comment elle le disait, mais elle disait un truc intéressant dans ce genre-là. Mais du coup, si tu vois un lobby comme un groupement d'intérêt, et uniquement comme ça, bah alors oui, un syndicat est un lobby. Si tu vois ça comme un groupement d'intérêts pour des capitaux privés ou pour des intérêts privés ou machin, alors un syndicat n'est pas un lobby. C'est vraiment à toi de voir. Est un lobby toute association défendant un intérêt particulier. C'est la définition légale, ça, Charles Maurice? Il y a... Je suis pas sûr que... Je sais pas. Elle parlait aussi de pression économique, je crois. Il me semblait avoir retenu ça, ouais, moi. Mais bon, vous irez voir l'émission, hein, évidemment. Ou alors ne pas faire de politique, ça peut aussi vouloir dire qu'on voudrait changer les choses, mais qu'on ne veut pas aller contre l'égocentrisme de la majorité. Ouais. Ok. Je veux pas, ouais. Ouais, c'est ça, quand on vote pas, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et quand on vote pour un représentant qui ne nous représente pas, on peut aussi s'en prendre qu'à nous-mêmes et se prendre quelques lacrymos dans la tronche en bonus. C'est pas du tout ce que je dis, Dark Nexil. T'as le droit d'avoir un discours politique construit qui consiste à dire bah, je vote parce que le vote, c'est pas choisir l'élu que vous préférez, hein, pour le meilleur ou pour le pire, malheureusement, c'est pas ça. C'est choisir celui qui vous paraît le moins pire. Alors après, il y a aussi des problèmes dans les modes d'élection. Le etc., moins pire ou le etc. mieux, hein, ça dépend du point de vue. Oui, ça dépend du point de vue. Tu peux aussi être très fan de la personne pour qui tu votes. Mais il y a des circonstances dans lesquelles tu as le choix entre la peste, le choléra et juste une pichenette sur le nez. Bah, à choisir, voilà, tu vois. Mais si tu n'es pas satisfait, tu peux te présenter, Dark Nexil, hein. Tu sais, la plupart des élections, il n'y a pas que l'élection présidentielle dans la République française. Il y a plein d'élections. Tu es libre de te présenter à une grande partie de ces élections. Les élections locales de chez toi, tu peux t'y présenter. Tu peux te présenter pour être député. Je ne dis pas que c'est simple d'être élu, bien évidemment, hein, mais voilà. Tu peux te présenter pour être député. Tu peux te présenter pour être député européen, etc. etc. Tu peux être conseiller municipal et t'intéresser à la vie de ta commune, et c'est vachement intéressant aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des élections locales, donc c'est que dans ta commune où tu as le droit de le faire, alors que député, tu peux te présenter. Enfin, je veux dire, si moi je suis à Paris, je peux me présenter en Charente-Maritime si j'ai envie. Il y a de fortes chances que ça fonctionne pas, mais voilà. Ça a bien marché avec Jack Lang, il n'y a pas de raison. On en parlait à midi avec Adrien et François. Et François, et Jean. Et Jean, oui, mais je les confonds tous les deux. Je comprends, moi aussi. C'est rapport à la coiffure. Et on en parlait à midi sur les parachutages, et c'était assez marrant. Il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné aussi. Oui, tout à fait. On en connaît. Alors, qu'est-ce que je mets comme tweet? Je ne sais pas, fais-toi plaisir. Moi, débat sur l'intérêt de la politique. Exactement. Choisir le moins pire. Un tel argumentaire ne donnerait-il pas de l'eau au moulin de la critique de notre mode de scrutin actuel? Même dans un autre mode de scrutin, si tu conçois... à ton avis, combien de questions je peux te poser sur lesquelles je te demande une réponse oui ou non, qui soient des questions politiques? Est-ce que tu es pour ou contre le mariage homosexuel? Est-ce que tu es pour ou contre la dépense publique? Est-ce que tu es pour ou contre la peine de mort? Est-ce que tu es pour ou contre? Combien de questions comme ça je peux te poser? Si je peux t'en poser 10 000, le nombre de possibilités, le nombre de positions politiques différentes que tu peux avoir sur toutes ces questions, c'est 2 puissance 10 000. C'est largement plus que le nombre de particules dans l'univers. J'en sais rien, mais enfin, c'est beaucoup plus que le nombre de gens qu'il y a sur Terre, c'est sûr et certain. Donc si tu procèdes comme ça, tu peux très clairement dire que chaque personne a une position politique différente et unique sur la planète. Et si tu procèdes comme ça, du coup, bah, je suis désolé, mais la personne idéale pour être élue, selon moi,
c'est moi. La personne idéale pour être élue selon Sylvain, c'est Sylvain. Selon Jean, c'est Jean. La préférence absolue, c'est forcément toi-même. Ou quelqu'un qui a exactement les mêmes positions politiques comme ça. Et du coup, si tu penses comme ça, bah, si tu n'es pas candidat, les personnes pour qui tu dois qui se portent candidat, pour lesquelles tu dois voter, tu dois choisir parmi des gens qui n'ont pas exactement la même position politique que toi. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu préfères celui qui a 10 positions en commun avec toi ou celui qui a 500 positions en commun avec toi? Voilà. Vu comme ça, voilà. Et ce que tu appelles le mention majoritaire, Marnessa, c'est le jugement majoritaire. Effectivement, c'est un mode de scrutin qui est très intéressant. Mais c'est pareil, dans le mode de scrutin, dans le jugement majoritaire, ce que tu dis, c'est le moins pire, c'est celui que je mets en très favorable. Le second moins pire, selon moi, c'est celui que je mets en favorable, etc., etc. Et tu descends petit à petit. C'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous espérez un jour avoir un élu qui ait parfaitement vos positions politiques, ça risque d'être compliqué. Sauf à ce que ce soit vous-même, ça risque d'être compliqué. Mais bon, c'est le jeu en politique aussi. Et puis en plus de ça, on discute régulièrement avec Sylvain, et régulièrement je lui fais changer d'avis sur des sujets. L'inverse n'est pas vrai, mais régulièrement je le fais changer d'avis sur des sujets. La politique, c'est ça aussi, c'est faire réaliser. Évidemment, je fais une blague, mais régulièrement, moi aussi, je change d'avis sur des sujets. Et la politique, c'est ça, c'est aussi de discuter, de faire bouillonner votre cerveau sur des questions intéressantes pour changer la vie de votre pays, du monde et des citoyens et de... Je ne sais pas, t'es en train de filmer, salaud? Non, mais je trouve ça vachement beau ce que tu dis. Et on a aussi tout à fait le droit de ne pas avoir d'avis. Tout à fait, en plus, tout à fait. Ça m'arrange parce que j'ai souvent pas d'avis d'ailleurs. Oui, ça on sait. Ça c'est du mépris de classe, ça c'est de la condescendance, ça m'énerve. Pas du tout, c'est du mépris de centriste. C'est parce que j'habite en banlieue. C'est du mépris de centriste, ce n'est pas la même chose. La politique, c'est beaucoup de discussions, mais surtout de négociations. Tout à fait, Kylian, tu as tout à fait raison. Arrête de dire à Kylian qu'il a raison, après il va le croire, il va prendre la grosse tête. Dans ce cas, explique-moi comment tu te lances en politique quand la totalité des courants politiques actuels sont fondés sur des mensonges qui sont différents selon l'orientation politique. Tout à fait, c'est un point tout à fait juste, Charles Maurice, qui est que souvent vous nous dites « mais attendez, ils mentent ». Certains parmi vous disent regardez la France Insoumise y mente, ou le PS y mente, et d'autres disent regardez la majorité y mente, et d'autres disent regardez les Républicains y mentent. Souvent, ce que vous appelez des mensonges, c'est juste des différences de point de vue, des différences d'interprétation sur les faits. Vous voyez, si on a le droit de ne pas avoir d'avis, pourquoi il n'y a pas cette possibilité dans vos sondages? C'est à demander à la régie, c'est pas moi qui fais les sondages. Faut demander à Jean, c'est lui qui a imposé ça, et moi je n'ai aucune volonté, donc. Donc voilà. Moi je dis Aude what the fake présidente. On vote pour. Bon attendez, je remonte un peu dans le chat. Je lis un peu le chat. Hein. Mais tu fais bien, Ça dépend du mode de scrutin. Une réponse, c'est pas forcément oui ou non, et chercher le consensus, c'est pas forcément le moins pire. Effectivement, le mode de scrutin, c'est une question intéressante là-dedans. Mais est-ce que, par exemple, on parlait du RIC, est-ce que le RIC, c'est un bon mode de scrutin? C'est une bonne question. Il y a, je sais pas qui, j'ai vu une tribune là tout à l'heure, où quelqu'un disait les référendums, c'est toujours interprété comme une question pour ou contre le pouvoir. Vrai ou pas, j'en sais rien. Mais c'est une vraie question à se poser. Est-ce que le référendum est une bonne chose quand on est dans un contexte politique où on considère qu'il faut toujours dire non au pouvoir qui est en place, où le pouvoir en général ne plaît pas? Il y a un autre élément aussi, c'est oui. Quand on a un avis ou un choix à faire, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est la meilleure chose possible? Tout à fait. Et on en revient à ce que tu disais sur les candidats. Est-ce qu'on choisit le moins pire? Est-ce qu'on choisit le meilleur? Exactement. Est-ce qu'on en choisit un bon? Exactement. L'important, c'est de choisir Acropolis, évidemment. Tout à fait. Votez pour nous. Subez-vous, voilà, followez. Faire un sub, c'est toujours le bon choix. Tout à fait. Et le meilleur. Tout à fait. Et en même temps, le meilleur. Non, pas la différence de point de vue, mais une négociation des contraintes du monde pour monter des programmes politiques. Oui, en plus, bien sûr. Je voulais rebondir sur ce point-là, mais effectivement, tu as raison. Les uns et les autres partent du postulat que le monde va se plier à leur délire. Mais tu as raison, c'est aussi un truc qu'on vous a dit à plusieurs reprises. Souvent, c'est très facile de trouver dans le parcours d'un homme politique ou d'une femme politique, de trouver dans son parcours un moment où il s'est contredit. De trouver un moment où il a voté pour une loi et aujourd'hui il est contre, il est pour exactement le contraire ou il est contre ce truc-là. C'est très très simple. Pourquoi? Parce qu'en politique, vous appartenez à des groupes parlementaires. Le groupe parlementaire, il vous demande une discipline de groupe. On vous dit, écoutez, le groupe En Marche, il vote comme ça, donc tu votes comme ça, sinon tu dégages
qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez tous vos avantages politiques, vous abandonnez tout comme ça, ou vous votez, ou vous allez dans le sens et vous essayez et vous acceptez ce qui vous paraît un recul sur un sujet qui peut vous paraître moins important, pour derrière que vos propositions de loi à vous espérez qu'elles passent. Qu'est-ce que vous faites? C'est ces questions-là qu'il faut se poser aussi quand vous êtes électeur et que vous voyez vos représentants politiques et que vous vous dites « Oh, le salaud, c'est un traître à sa cause ». Parfois, c'est plus compliqué que ça. Parfois, c'est négocier. Parfois, c'est accepter. C'est dire « Ah bon, ok, j'ai peut-être pas le grand soir tout de suite, mais au moins, j'ai réussi à obtenir une augmentation du SMIC pour les salariés. Est-ce que vous voulez tout, mais du coup, vous n'avez jamais rien? Ou est-ce que vous acceptez parfois de faire un compromis qui est jamais suffisant forcément de votre point de vue, mais c'est aussi ça la politique, c'est aussi d'accepter des compromis, d'aller à mi-chemin, voilà. Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis aussi? En plus, on a le droit de changer d'avis, tout à fait. Sans être qualifié d'opportuniste. Tout à fait. De toute façon, les députés se font traiter soit de godillots, soit de traîtres, soit de fainéants. Et parfois, tout ça en même temps. Et parfois tout ça en même temps, parfois de voleurs, parfois... Du coup, go dissoudre les groupes. Interdiction de réunion et de communication entre les députés hors assemblée. Oui, Buzzy Elephant, c'est bien, ça va être pas mal pour bosser entre députés. Non, mais comme si les députés bossaient, non mais... Ah non, mais... On va pas nous faire croire n'importe quoi. D'ailleurs, à propos des députés qui bossent, vous avez vu que c'était quand c'est cette nuit, où ils ont terminé à 5h57. Enfin, cette nuit ce matin, du coup, ils ont terminé à 5h57 le vote de la deuxième lecture du projet de loi de finances 2019. Deuxième lecture, non, nouvelle lecture. Ou deuxième lecture. Je crois que c'est nouvelle lecture. Je crois que c'est nouvelle lecture, parce qu'il me semble que la CMP est passée. On va aller chercher ça, PLF 2019. CMP, commission mixte paritaire. Oui, pardon, Tiens, tu expliques pendant que je cherche? Écoutez, une commission mixte paritaire, c'est une commission qui est mixte et qui est paritaire. Voilà, donc c'est bien de nouvelle lecture. Donc le PLF, le projet de loi de finances, donc le budget de l'État, a été déposé devant l'Assemblée nationale. Il est passé en première lecture devant l'Assemblée nationale, ensuite en première lecture devant le Sénat, ensuite en commission mixte paritaire. Donc ça, vous savez, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui Attendez, est-ce que la commission... Je vois pas le vote de la commission mixte paritaire. Si, désaccord. Donc commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui tentent de se mettre d'accord sur un texte qui ira aux deux chambres. La commission mixte paritaire ne trouve pas d'accord, donc la parenthèse est fermée. Et ensuite, ce qu'on appelle la nouvelle lecture, c'est-à-dire normalement l'avant-dernière lecture à l'Assemblée nationale et la dernière lecture au Sénat. Et donc, ils ont voté ce matin à 5h57. Il y a eu des accords en CMP, effectivement, le STIX. Et donc, du coup, là, le PLF va partir au Sénat. Je ne sais plus, je suis désolé, je ne suis pas allé vérifier les délais, mais je crois que le Sénat doit avoir très peu de temps pour valider le PLF. Genre un jour ou deux, il me semble. Et donc, du coup, voilà. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit générique? On partirait sur un petit générique. Dans une seconde, juste, je lis. Il y a aussi toute la série sur la démocratie de la chaîne Science for All que je conseille fortement. Il explore les modes de scrutin sous l'angle mathématique. C'est passionnant. Alors, j'ai pas vu cette série, j'irai la voir parce que ça m'intéresse. Mais moi, j'ai fait ça pendant mes études et je vous confirme que les mathématiques électorales, c'est chambé. Générique. À tout de suite. Non, je veux dire, si on doit parler d'actualité à chaque fois, alors que, soi-disant, parce que c'est les questions d'actualité au gouvernement, ouais, je trouve ça un peu limité quoi, comme vision. L'actualité en ce moment, il n'y a pas grand-chose, quoi. Non. La commission mixte paritaire est-elle paritaire en genre et en parti ou pas? Évidemment non, Cowboy Étoile, que crois-tu? Elle est paritaire, elle ne s'appelle commission mixte paritaire que parce qu'elle est paritaire entre députés et sénateurs. Et elle est mixte parce qu'il y a des sénateurs et des députés. Tout à fait. Pourtant, le PLF, ça fait genre 2-3 mois qu'on le connaît, tout à fait, mais il a changé depuis. Il y a eu beaucoup d'amendements, de retours sur les retours, ça ne vous a pas échappé, etc. Il n'est plus à jour votre générique, on sait, mais si jamais tu sais faire des génériques, n'hésite pas. N'hésite pas à te manifester. Sur le Discord d'Acropolis, évidemment. Sur le Discord d'Acropolis, tout à fait, évidemment. Attendez, Acropolis qui appelle à la manifestation, c'est terrible, hein, mais... Je te conseille de voir le mode de scrutin allemand du Parlement, c'est assez intéressant. Il met le scrutin majoritaire et proportionnel de liste. Oui, après le mode de scrutin allemand, il est aussi très critiqué parce qu'il est très bordélique, difficile à comprendre, etc. Il a des avantages et des inconvénients. Mais il a comme avantage de produire un gouvernement qui est très stable, puisque Angela Merkel est chancelière depuis
de 10 ans maintenant, je ne sais plus exactement combien de temps, mais il y a un bout de temps. Donc mixte et paritaire, c'est redondant. La réponse est non. Mixte, ça veut dire qu'il y en a plusieurs de différents, et paritaire, ça veut dire qu'il y en a autant. Ouais, exactement. C'est un problème classique soulevé par les sociologues. Plus les gens sont dans les couches les plus pauvres de la société, moins ils se sentent légitimes, plus ils refusent de s'investir en politique. Tout à fait. Qui plus est, c'est les CSP+, qui ont le temps et les moyens de s'investir le plus en politique. D'ailleurs, ça pourrait nous amener à parler de la rémunération des politiques. Est-ce qu'il faut ou non rémunérer les politiques? C'est je ne sais plus quel ministre du roi qui lui avait dit Sire, vous feriez mieux de payer vos ministres parce que sinon ça va vous coûter beaucoup plus cher plus tard. C'était mieux formulé que ça. Hein. Donc voilà. Donc paritaire est important que mixte, que mission paritaire dirait la même chose. Alors non, parce que la parité d'une entité unique, ça n'a pas de sens. Donc il faut que ce soit mixte pour qu'il y ait du sens à la parité en fait. Exactement. Après, est-ce que le nom de commission mixte paritaire est bien trouvé? Ça se discute. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde quand c'est dit comme ça. Peut-être que la question a été posée, mais je voudrais savoir en quoi une motion de censure qui n'est pas validée fait évoluer le débat. C'est une bonne question et je vous pose la question, le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes député d'un groupe qui est minoritaire? Est-ce que vous allez déposer des motions de censure ou pas? Est-ce que vous les voteriez ou non? Dites-nous. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose de faire de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire d'utiliser les moyens qui sont mis à votre disposition pour empêcher les travaux parlementaires d'avancer? Ou est-ce que au contraire vous trouvez que c'est stérile et populiste? Dites-nous ce que vous en pensez. La position de la France Insoumise sur le RIC ne me plaît pas du tout. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. c'est pas mon avis. La parole La séance est à commence, monsieur on se tait, Fabien Di on Filippo. écoute cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pourquoi fuir le débat sur un sujet crucial pour le destin de notre nation, celui de l'immigration? La France vote aujourd'hui à l'ONU la ça, on en a parlé hier, ratification si vous du voulez savoir de pacte quoi il est Marrakech question. sur les migrations. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de débat sur ce texte au Parlement, avec vous-même, dans l'hémicycle? Seul Monsieur Di Filippo a la parole. Ce pacte affirme que ses signataires rendront les filières de migration, je cite, accessibles et plus souples, assureront l'accès de tous les migrants aux services de base et sanctionneront les médias qui ne présenteraient pas les migrants sous un aspect positif. C'est une aberration à un moment où les capacités d'intégration de notre pays sont saturées. Le gouvernement est par ailleurs revenu sur la parole du président Macron promettant de faire de l'immigration l'un des thèmes principaux du grand débat national. Nos compatriotes s'inquiètent des dérives de votre laxisme. 20% de demandeurs d'asile supplémentaires chaque année. Or, à ce jour, les personnes déboutées du droit d'asile restent malgré tout en France dans 96% des cas. Les Français ont compris que votre politique, c'est plus de clandestins en France. Et ils sont révoltés face à des injustices criantes. Eh ben, ça commence fort, effectivement, Paul Sauveur. Pourquoi revalorisez-vous l'aide aux demandeurs d'asile à hauteur de l'inflation, alors que vous refusez de revaloriser les soutiens aux familles et les retraites? Pourquoi accordez-vous 53 millions d'euros supplémentaires à l'aide médicale d'État pour la gratuité des soins aux clandestins, qui coûte près d'1 milliard d'euros, alors qu'un grand nombre de nos concitoyens ont de plus en plus difficilement accès aux soins? Pourquoi élargissez-vous les possibilités de regroupement familial? Pourquoi faites-vous semblant de refuser les bateaux de migrants dans nos ports, alors que vous offrez le statut de réfugié à la plupart de ceux qui s'y trouvent, encourageant ainsi les atrocités des passeurs? Toutes ces mesures constituent un véritable appel d'air à l'immigration illégale. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand surmonterez-vous les lâchetés collectives de votre majorité sur ce sujet? Les Français veulent un débat et nous le voulons dans l'hémicycle, devant la nation. Donc voilà, la question à tête reposée de Fabien Di Filippo, député de Moselle, président des Républicains de Moselle, secrétaire adjoint en charge des adhésions chez les Républicains. C'est l'un des députés les plus perturbateurs, notamment en début de mandat. Pendant les séances de l'hémicycle, il aime bien foutre le bordel et parler quand il n'a pas le droit. Sa question porte sur l'immigration, le pacte de Marrakech, on en a parlé à plusieurs reprises. Votre question bizarre. Et le ministre des Affaires étrangères ne comprend pas. À propos du pacte de Marrakech, à la question Choupa, non pas vraiment. De plusieurs députés justifiés, l'ambassadeur chargé de ces questions a été entendu hier. Je me suis exprimé. Est-ce que vous permettez que je vous réponde? Bien. Merci. Calme. Monsieur le Président, est-ce que je peux répondre? Oui, mais il faudrait que tout le monde se taise. Alors,
Merci. On vous demande de vous Je vais arrêter. répondre très calmement à une question qui ne m'a pas été posée très calmement. Je voudrais simplement dire à M. Philippot que cette question a été évoquée par mes propres soins du pacte de Marrakech devant la Commission des Affaires étrangères la semaine dernière, pendant 2 heures. J'ai eu l'occasion de m'exprimer longuement sur ce sujet. Et hier, à votre demande, j'ai demandé à l'ambassadeur qui suit cette question d'être aussi auditionné par la Commission des Affaires étrangères. Et il n'y avait personne de votre groupe. Personne. Donc, vos injonctions au débat me paraissent un peu inconvenantes. Et je voudrais aussi vous dire que sur le pacte de Marrakech, il y a eu beaucoup de fantaisies qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dont vous vous êtes montré un peu... Et voilà, vous vous êtes montré un peu comme ça en fait. Hein. Ce pacte de Marrakech, donc pour rappel, c'est un pacte qui dit que on va vendre la France à l'ONU. D'ailleurs, Emmanuel Macron devait démissionner le 10 décembre après avoir vendu la France à l'ONU, que ça allait être la porte ouverte à toutes les fenêtres de l'immigration. C'est scandaleux, alors qu'en fait, ce pacte de Marrakech, il n'est pas contraignant. Les termes, d'ailleurs, il n'a pas été signé ni ratifié ni quoi que ce soit. C'est juste, on a dit à l'oral, ouais, bah oui, ok. Oui, on est dans la censure. Hein. Chez nous, à chaque Acropolis, on est comme ça. On a eu une coupure d'Internet et il y a eu une micro-coupure sur le stream. Ah, et du coup, on n'a pas le... Et donc peut-être que les gens ne nous ont pas entendu tout jusqu'au bout, en fait. Ah, d'accord. Donc normalement, s'ils font F5, on est de retour. Eh bien, écoutez, reviendez. F5, c'est une proposition. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Dites-nous. Vous nous envoyez? Vous nous entendez? Mais moi, je fais le zombie pendant ce temps. C'est terrible. Est-ce que vous êtes là? Normalement, c'est revenu. Vous êtes là, le chat? Normalement, c'est revenu, mais... Revenez. Toujours rien. On vous attend, F5 ne marche pas. Alors que... bon bah moi je me casse. On a un c'est bon. Vous êtes de retour? Est-ce que vous nous voyez? Dites-nous si vous êtes là, vous nous entendez, vous... Pour nous jouer un mauvais tour. Nous voyez? La pub fonctionne, c'est bon. Ah, la pub fonctionne, c'est bien. Bon bah on vous laisse avec la pub et nous on va se faire un McDo. Tu crois que les gens ont compris que c'était pour mettre de la pub qu'on a fait un plantage d'internet? Ah mais je croyais qu'il fallait pas le dire. Non mais ils ne s'entendent pas. Tu pas tout, Gaspard. Bon, vous êtes de retour, vous êtes là? On reprend. Donc attendez, je vous disais que... Désolé pour cette coupure d'internet, hein, c'est pas de notre faute pour une fois. C'est complètement de sa faute. Je veux dire, assume, voyons, c'est scandaleux. On vous disait que ça parlait... J'assume ton coupage de micro, hein? Ok. Donc oui, on ne sait pas trop où ça a coupé, mais donc on était dans la réponse de Jean-Yves Le Drian à la question de Fabien Di Filippo, député Les Républicains. Ça parlait du pacte de Marrakech. Pour rappel, ce pacte de Marrakech, il vend l'ONU à la France. D'ailleurs, Emmanuel Macron devait démissionner le 10 décembre après avoir vendu l'ONU à la France et après avoir ouvert toutes les fenêtres de l'immigration, toutes les portes et toutes les fenêtres de l'immigration clandestine et sauvage et l'invasion de la France. Mais pour rappel, ce pacte de Marrakech, il n'est pas contraignant et il y a des articles sur les sites de fact-checking sur ce pacte de Marrakech, vous pouvez aller les lire. On en a parlé à plusieurs reprises. On reprend la réponse de Jean-Yves Le Drian, si elle fonctionne. Ah, c'était la fin de la réponse. Est construit sur ce principe fondamental et le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est construit sur ce principe fondamental. Je regrette, monsieur le député, que vous ne l'ayez pas lu. Merci, monsieur le ministre. Je regrette que vous ne l'ayez pas lu, lui dit le monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian. Je pense qu'on a compris la réponse du ministre. Ouais, c'est bon. La parole est à monsieur. Arrête de rentrer dans le boulevard que trace le Front National. C'est pas une bonne idée pour les Républicains. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. D'ailleurs, on a une nouvelle emote. C'est quoi la nouvelle emote? Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une crise inédite. Demande au chat. On le sait, le mouvement baptisé les Gilets jaunes, issu d'une colère légitime, couvée depuis plusieurs décennies. Au-delà des revendications sociales, il symbolise aussi l'envie de nombreux Français de s'exprimer, d'être entendus, mais surtout d'être plus encore partie prenante du débat public. Je me réjouis que le gouvernement, à travers sa décision de lancer une grande concertation nationale, ait compris ce besoin d'écouter et de participation. Il va offrir un espace d'expression sans précédent à tous, pour tous et au plus près des territoires.
Même si cet exercice de démocratie participative émane directement de la mobilisation liée aux Gilets jaunes, elle n'en demeure pas moins et surtout un vrai débat national pour tous nos concitoyens. La concertation qui va être lancée tout début janvier 2019 s'articulera autour de 4 thèmes qui concernent directement la vie des Français. La transition écologique est la réponse à 3 questions centrales dans la vie de nos concitoyens, à savoir se loger, se déplacer et se chauffer. La fiscalité et les dépenses publiques, le fonctionnement de notre démocratie et l'exercice de la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. La Commission nationale du débat public, présidée par Madame Chantal Joanneau, a été sollicitée pour la coordination opérationnelle du grand débat national. Chantal Joanneau, ancienne ministre des Sports sous Sarkozy. Le choix de notre gouvernement de garantir l'indépendance, la neutralité et la transparence des différents débats qui seront menés sur tout le territoire français. Monsieur le Premier ministre, si nous sommes particulièrement impatients d'engager et d'accompagner cette grande agora dans nos territoires, il reste encore des questions en suspens. Aussi, pourriez-vous nous préciser les formes que prendront ces débats et le rôle qu'auront les parlementaires? Je vous remercie. Merci. Quelle forme pour le grand débat annoncé par le président de la République? C'est ce que demande Bertrand Sœur, député de La République En Marche de la Manche. Du gouvernement. Merci, les coprésidents du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat. Les députés, monsieur le député, c'est le porte-parole du gouvernement qui va lui répondre. Vous l'avez dit, du président de la République va s'engager partout sur le territoire national un grand débat. C'est un débat important pour nos concitoyens, pour les élus, pour les corps intermédiaires, pour les Français qui y participeront, j'en suis certain, massivement. C'est un débat inédit sur la forme et sur le fond. Vous avez rappelé les 4 thématiques qui vont permettre à nos concitoyens de s'exprimer largement. Ce débat, il a d'ailleurs d'ores et déjà commencé. Et je tiens à saluer le travail d'ouverture des mairies qui a été réalisé notamment par l'Association des maires ruraux de France et où, depuis déjà plusieurs semaines, des maires accueillent dans leur mairie des centaines de nos concitoyens et ont finalement déjà engagé ce travail. Ah, elles ne sont pas 5 les thématiques à l'îlot tu trolls. Nous servirons de ce travail de pré-cadrage. On en a parlé hier. Afin de pouvoir il n'y a pas l'immigration dans un ce débat débat. Cadré. Parce que ce débat, ce grand débat national, ça n'est pas rejouer l'élection présidentielle. Ça n'est pas détricoter ce qui s'est fait les 18 derniers mois. Mais c'est bien identifier par consensus des problématiques communes à nos concitoyens et identifier les solutions que les pouvoirs publics sont en mesure d'apporter sur les 4 thématiques que vous avez évoquées, que ce soit la transition énergétique, que ce soit les questions de fiscalité, de participation démocratique ou d'organisation de l'État et des services publics. Un peu modérer la blague d'Arcturus, s'il vous plaît. Dans ce débat-là, à l'évidence, les parlementaires... Pas au niveau là, quand même, Arcturus. Nous comptons évidemment sur l'engagement des maires. Et nous savons qu'ils répondront présents parce qu'ils aiment ce débat démocratique. Nous savons aussi... Nos amis les maires. Nous aurons besoin des précieux conseils, vous l'avez souligné, de la Commission nationale du débat public présidée par Chantal Joanneau, avec qui nous avons déjà commencé à travailler. Monsieur le député, débattre de manière éclairée, loin des caricatures, c'est notre ADN politique, le gouvernement y est prêt. C'est notre projet. Si vous voulez bien, on va faire cesser les conversations et le brouhaha pour écouter en silence Monsieur Demy, à qui je donne la parole. Merci pour ce Allez, fermez vos gueules. La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie. J'y associe bien sûr mes collègues de groupe parlementaire, ainsi que le député de la Somme, Jean-Claude de Clabar. Il n'y a plus de Benco nulle part. Cette célèbre réplique de Franck Dubosc, alias Patrick Chirac dans le film Camping, pourrait bien quitter le monde cinématographique pour devenir une réalité économique si nous ne réagissons pas très très vite, Monsieur le ministre. La société Nutrimen, qui détient la dernière usine au monde à fabriquer les célèbres poudres chocolatées Banania et Benco, envisage très sérieusement de la délocaliser en Allemagne, chez son actionnaire principal, Krüger. La commune de Faverolles, dans le département de la Somme, est actuellement le siège de cette usine historique qui produit ces marques emblématiques. Rien aujourd'hui, dans les arguments développés par la direction de l'entreprise, ne justifie sérieusement cette délocalisation. Le résultat financier du site est stable, avec une profitabilité annuelle moyenne de 11%. L'outil de production est bon et a obtenu la note de 98% à la certification de qualité IFS. Les salariés sont animés d'un véritable esprit d'entreprise et de famille et par-dessous tout, ils sont très très fiers de leur entreprise.
Alors que Banania a célébré son centenaire en 2014, IFS, International Featured Standards. De voir cette marque mythique quitter notre territoire, surtout que le marché de cette entreprise est essentiellement français. Certification Fermer ISO, la dernière usine Banania Benco de notre pays constituerait, Monsieur le Ministre, l'abandon d'un élément fort de notre patrimoine économique national. Qu'envisagez-vous de faire, Monsieur le Ministre, pour nous accompagner, maintenir les emplois et les marques sur le territoire national pour faire en sorte qu'il y ait encore du Banania et du Benco en France? Il faut sauver le soldat Benco, c'est ce que nous dit Stéphane Demilly, ancien coprésident du groupe Les Constructifs, il est membre du groupe UDI. Ministre de l'économie et des finances. Pardon, il est membre du groupe UDI Agir et Indépendant, député de la Somme, élu en 2002, il est formateur en management. Monsieur le Président, et ils veulent Mesdames et Messieurs les députés, les fils de sénateurs de la Somme. Stéphane Demilly. Vous l'avez dit, la société Nutrimem sauver produit Banania sur le et site de Benco. Faverolles, dans la Somme, du cacao, du chocolat et des produits de confiserie, dont une partie est commercialisée sous la marque Benco et Banania. Elle emploie 46 salariés en CDI et quelques intérimaires. La société est propriété du groupe allemand Krüger depuis 2010. Ce groupe a annoncé à la fin du mois de novembre son intention d'arrêter la production sur le site de Faverolles et de transférer ses productions en Allemagne. Pourquoi ça? Banania et son imagerie coloniale, ça ne nous manquera pas. Cette décision en soulignant la baisse continue de ses parts de marché dans un marché de la poudre de cacao qui est en chute libre. Une baisse de 27% ces 7 dernières années en France et de 13% sur les 2 dernières années. C'est donc une usine de 20 000 tonnes qui fonctionne aujourd'hui avec 7 000 tonnes de production. Et donc oui, la situation est un peu plus complexe que vous ne le présentez. Elle met donc en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour accompagner ses salariés et a volontairement engagé la recherche d'un repreneur pour le site. L'entreprise a été reçue par mes services ainsi que par ceux de la ministre du Travail. Nous suivons avec la plus grande attention les procédures engagées par l'entreprise en veillant particulièrement à ce que les conditions d'accompagnement des salariés soient à la mesure des moyens du groupe, à ce que la recherche d'un repreneur soit engagée par l'entreprise avec le plus grand sérieux pour permettre le maintien d'une activité économique sur le site. Je vous remercie. Combien de temps en avance les questions sont communiquées au ministre? Elles ne le sont pas forcément, elles le sont si le député le souhaite. C'est souvent le cas pour ce qui est des députés de la majorité. Et ça peut être le cas quand c'est un député de l'opposition. Là, par exemple, c'est possible que ce soit le cas si l'affaire était passée sous les radars. Et donc, ça peut être le cas quand, de la part d'un député de l'opposition, quand il veut une réponse bien informée sur une question précise, technique, obscure, etc. Et il transmet sa question quand il le souhaite, mais ça n'est pas obligatoire. Du coup, on ne peut pas vraiment répondre à ta question. Bokanowski, on continue. La parole est à Madame Isabelle Florennes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Dans ce cas, le député a annoncé son sujet sur Twitter il y a 30-45 minutes. De l'Intérieur. Monsieur le Ministre, ces dernières semaines ont fait entendre une colère saisissante. De cette colère, nous avons tous entendu les difficultés quotidiennes éprouvées par nos concitoyens. Le Président de la République et le gouvernement ont, je crois, pris la mesure de l'urgence de la situation. Mais il est un cri qui n'a pas encore éclaté et pour cause, il est pour le moment étouffé. Ce cri, c'est celui de nos forces de l'ordre dans leur ensemble. Je veux d'ailleurs saisir l'occasion qui m'est donnée pour leur redire tout notre soutien. Merci Tom Pils pour ton sub, pour ton prime. Merci beaucoup pour ton soutien. N'hésitez pas à le rejoindre. Et les députés de La République En Marche ont les questions du gouvernement combien de temps en avance? Ça dépend quand est-ce que le cabinet du ministre envoie la question aux députés. Et parviennent, malgré un manque de moyens humains et financiers et matériels, à remplir leur mission. Nous faisons office de chair à canon. Merci Tom Pils, on est ravis que ça te plaise. Je pourrais continuer à égrener les qualificatifs qui témoignent de leur ressenti face aux violences de ces dernières semaines. Mais je souhaite m'attarder sur un point qui me semble bien plus important. Nos forces de l'ordre se sentent gilets jaunes. Elles se retrouvent face à des manifestants dont elles partagent les difficultés. Certes, la situation n'est pas nouvelle, mais il est aujourd'hui indispensable que l'État respecte ses engagements. Monsieur le ministre, vous avez, en recevant hier les représentants des principales organisations syndicales, ouvert un dialogue nécessaire. 3 pistes de réflexion sont désormais sur la table, me semble-t-il. Le paiement des heures supplémentaires, la mise en place d'un dispositif plus régulier de récupération de ces heures et la création d'un compte épargne-temps pour permettre un départ à la retraite anticipée.
Pouvez-vous nous dire quelle sera votre position, la position du gouvernement face à ces propositions? Je vous en remercie. Merci Madame Florennes. La parole est à Monsieur. Donc voilà, Isabelle Florennes, pardon, députée du MoDem, qui demande à ce qu'on entende les revendications sociales des policiers. Messieurs les députés, vous Madame savez que le mouvement vous savez, nous étions lundi matin ensemble à Nanterre. Giro bleu a été lancé par les policiers. Forces de sécurité, policiers et gendarmes. Écoute Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Pharos, ce site Par les qui policiers, les permet forces de l'ordre. de dénoncer et de mettre un terme à la propagation sur Internet de supports liés aux escroqueries, liés à la pédo. Oula, le Vernet Relou, je t'invite à revoir les interventions de Gérard Collomb. Nous Je avons t'invite à vu avoir une ensemble réponse. l'efficacité de nos forces de l'ordre. Et celle-ci, chacune et chacun ici la constate dans sa circonscription, dans le quotidien de l'activité d'une brigade de gendarmerie, comme celle dans certains moments de violence, comme à l'instant où je vous parle, à Vaison-la-Romaine, où une personne a tiré sur 3 autres dans le cadre manifestement d'un événement de droit commun. Nous savons ce caractère essentiel. Nous savons que depuis de longues années, ça a été dit hier par votre collègue Éric Ciotti, le budget de nos forces de sécurité n'est pas à la hauteur des exigences et je dirais même de l'aggravation des tensions qu'ils subissent au quotidien. Parce que notre société devient de plus en plus violente, ils en font les frais. On l'a vu lors des manifestations dites des Gilets jaunes. On le voit aussi au quotidien et donc il nous faut agir. C'est la raison pour laquelle vous avez voté cette nuit un budget en augmentation pour nos forces de sécurité de 3,5%. En 2 budgets, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros supplémentaires. C'est une politique d'embauche de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dont notre pays a besoin. Et nous pouvons même penser que ça peut ne pas suffire, mais nous devons aussi faire avec la réalité budgétaire. Et puis, il y a des situations qui ne sont pas acceptables. Celle de la dette sur les heures supplémentaires. Plusieurs années, et même au-delà de plusieurs années, de cumul d'heures supplémentaires font qu'aujourd'hui, nous avons une dette vis-à-vis de nos forces de l'ordre de 275 millions d'euros. Nous avons des policiers qui, quelquefois, partent plusieurs années avant l'âge de la retraite à la retraite. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé de travailler dans les 3 mois qui viennent avec les organisations syndicales pour trouver un protocole de sortie qui puisse étudier toutes les pistes que vous avez mises en avant. Toutes doivent être étudiées pour qu'on puisse, en plusieurs années, trouver une solution de sortie. Merci, Monsieur le Ministre. C'était la réponse de Christophe Castaner à Isabelle Florennes. Isabelle Florennes, qu'est-ce que vous avez fait? Isabelle Florennes, elle est fille de sénateur. Son papa, donc, elle a été collaboratrice de son papa, le sénateur Jean-Marie Van Lerenberg, sénateur du Pas-de-Calais, et il est désormais rapporteur pour le Sénat du projet de loi Urgence économique et sociale qui est présenté ce matin au Conseil des ministres, qui est celui, vous savez, qui contient les mesures proposées par Emmanuel Macron lors de son discours il y a une semaine et des poussières. On continue. Cette question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Le projet que vous avez présenté ce matin au Conseil des ministres est, je le crains, un nouveau rendez-vous raté. Et je vous assure pourtant que les députés communistes ont mis toute leur intelligence et même leur subtilité pour la comprendre. Dans son allocution tardive, le président de la République, après avoir fait acte de contrition, quelqu'un derrière qui a dit ça, c'est pour le gendre. L'état d'urgence sociale. Pour Gilles Legendre, le président du groupe En Marche. Il nous a semblé que devant le mot social, le gouvernement s'est trouvé interdit, un peu comme une poule qui découvre un couteau. Vous répétez à l'envi qu'il faut que le travail paie. Or, les Gilets jaunes se sont soulevés précisément parce que le travail ne paie pas ou paie de moins en moins. Le seul moyen, Madame la ministre, de rémunérer le travail, c'est le salaire. Ce n'est pas l'aumône. Les Gilets jaunes demandent de la justice fiscale et sociale, le partage des richesses, des services publics de qualité, et vous répondez par des entourloupes. D'abord sur le SMIC, qui n'augmentera pas. Seule la moitié des salariés au SMIC pourra quémander tous les 3 mois à la CAF une prime d'activité. Entourloupe également pour les retraités, avec votre demi-mesure sur la CSG et votre refus d'indexer les retraites sur le coût de la vie. Et enfin, grande entourloupe sur le financement des mesures. Pour donner un coup de pouce à ceux qui n'ont presque rien, vous allez prendre à ceux qui n'ont pas grand-chose en épargnant ceux qui ont beaucoup. Madame la ministre, depuis de longues années, la richesse créée rémunère toujours plus le capital et de moins en moins le travail, tout cela pour de très mauvais résultats. Ma question est simple, êtes-vous prêt à changer de cap, à augmenter enfin les salaires et ainsi à assurer plus d'efficacité économique
et plus de justice sociale. Moins d'offres et plus de demandes, on en a parlé plein de fois, c'est ce que demande Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, coprésident du groupe d'études sur les enjeux de rénovation des quartiers et des habitats dégradés. C'est un très bon élève à l'Assemblée nationale, Stéphane Peu, très présent. Merci de votre question. Et il veut que le gouvernement change de cap. Nous sommes en train de faire. Réponse non, merci, bisous, merci, au revoir, nous dit Véronique Trolloux, je crois, effectivement. Et nous. Ce que nous faisons depuis 19 mois, c'est des mesures structurelles qui vont permettre de le faire plus. La loi sur l'avenir professionnel, l'égalité professionnelle des femmes et des hommes, les mesures du loi Pacte sur le partage de la richesse. Nous prévoyons des mesures structurelles qui ne sont pas des coup par coup et qui vont bien permettre que le travail paye plus dans le futur, dans une société qui doit récompenser l'éducation, la formation, le travail et le mérite dans une forme de solidarité qui effectivement, permet les communistes au pouvoir, comme le dit Perceval Sadat, c'était sous Mitterrand. Nous avons entendu une urgence parce que ces réformes structurelles, avant qu'elles produisent leur plein effet, évidemment, elles ne réparent pas 30 ans d'injustice ou 30 ans de dysfonctionnement. Jospin, il y avait des communistes. C'est pour cela que nous avons Robert Hue n'était pas ministre de Jospin. Le président de la République oui, et le Premier ministre ont annoncé des mesures d'urgence. À l'époque, oui, tu as raison. Est-ce que Robert Hue était ministre? Je sais pas, on va voir. Nous présentons à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Ah, il y a eu Marie-Georges Buffet. Il y a 4 points ministre des Sports qui concernent le champ du travail et de retraite. Robert Hue n'était pas ministre. Il n'a jamais été ministre, Robert Hue. Autant pour moi. Rectifier tout de suite, le SMIC augmente bien puisque le décret a été signé ce matin et que le SMIC passera bien à 1 204 €, c'est-à-dire augmenté de l'inflation au 1er janvier. Il était, il y a 2 ans, à 1 153 et à 1 174 €. Vous oubliez également la suppression des cotisations de l'assurance maladie. Mais nous voulons aller beaucoup plus loin que le SMIC et nous voulons aussi permettre que les personnes qui n'ont que le SMIC pour vivre, et c'est ça le cri d'alarme que nous avons entendu ces semaines-là, que ceux qui ont que le SMIC et même jusqu'à 1 550 €, ils puissent avoir 100 € de plus, de même que toutes les femmes seules pourront avoir jusqu'à 2 000 €, 100 € de plus. C'est une mesure de justice sociale qui en même temps parle aux travailleurs parce que c'est leur revenu, c'est le revenu des travailleurs que nous augmentons. J'ai pas entendu ta question et je m'en fous. J'ai pas entendu ta question et je m'en fous. C'est la réponse de Muriel Pénicaud à Stéphane Peu. Chers collègues, ma question nous, le travail va payer. À Monsieur le ministre de l'économie et concerne la situation préoccupante des 900 salariés de l'usine Ford Blanquefort, située sur ma circonscription. Prends l'oseille et tire-toi. Ford a fait de ce titre, film des années 70, le principe directeur de sa stratégie industrielle en France. En effet, alors qu'il a bénéficié depuis 2013 de plusieurs dizaines de millions d'euros de subventions publiques, le groupe Ford a annoncé jeudi dernier la mise en œuvre d'un plan social après avoir écarté l'offre de reprise du site par l'entreprise strasbourgeoise Punch. Cette décision qui intervient étonnamment à la fin des obligations contractuelles conditionnées par le versement de subventions est en tout point regrettable, pour ne pas dire inacceptable. C'est une dérobade indigne de Ford. Elle va à l'encontre des discussions menées depuis plusieurs mois avec les élus locaux, le gouvernement et surtout les représentants des salariés et des syndicats qui ont été à la hauteur de leurs responsabilités en consentant des efforts considérables tels que le gel des salaires et des réductions de RTT pour garder leur emploi. Cette approche n'est pas digne d'un grand groupe responsable dont les bénéfices nets ont fait un bond de 65% en 2017. En agissant ainsi, Ford piétine le dialogue social qui a été entrepris depuis des mois, détériore la relation de confiance construite avec les salariés et les collectivités territoriales et surtout autorise la suppression de centaines d'emplois, compromettant ainsi la survie de ce site. Dans ce contexte, ma question est simple, Madame la Ministre. Bruno Le Maire a annoncé ce matin que toutes les options étaient sur la table. Aussi, pouvez-vous dire quelles actions le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour permettre un reclassement rapide de l'ensemble des salariés et redonner un avenir. Quelles actions pour sauver les salariés de l'usine Ford? C'est presque la même question que celle de Loïc Prudhomme de la France Insoumise hier, mais Loïc Prudhomme, lui, demandait carrément une nationalisation de l'usine Ford. Sinon, lui demande quelles sont les options pour sauver les salariés. Benoît Simian, il est ancien du Parti Socialiste et député de la Gironde. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Benoît Simian, vous m'interrogez sur l'annonce faite par le groupe automobile Ford sur son refus de retenir la reprise de Punch sur son site de Blanquefort. Cette annonce est inadmissible et nous partageons ce point-là. Elle est inadmissible parce que ça fait
10 mois, 12 mois que nous travaillons sur ce dossier, d'ailleurs de concert avec les collectivités locales, avec la région, avec l'agglomération pour monter un dossier de reprise. Elle est inadmissible parce que Punch a construit un projet de reprise solide avec de vraies commandes et qui permet de préserver 400 emplois. Elle est inadmissible parce que ça fait 10 mois qu'on discute et que nous avons, pied à pied, point à point, répondu à chacune des conditions mises par Ford dans ce dossier. Et Ford nous répond, c'est pour préserver les salariés que nous prenons cette décision. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a eu vendredi dernier le patron de Ford Europe pour lui signifier son sentiment sur ce dossier et lui indiquer que la porte était encore ouverte et qu'il attendait de lui qu'il bouge et qu'il change d'opinion. Il a par ailleurs précisé que toutes les options étaient sur la table pour faire évoluer ce dossier. Ils ont été bien sponsors par le CICE et autres, Ford quand même. Est-ce que tu saurais nous dire ton pils de combien? Est-ce que tu pourrais nous trouver une source? Pour repréciser ce point. Quelles sont les prochaines étapes? Combien de CICE ils ont reçu? Quelles sont les prochaines étapes? Il s'agit d'approuver le PSE et les salariés. Pour bouger, il se barre même. Quoique ce PSE est très généreux et de ce point de vue-là, c'est une réponse à votre question de l'accompagnement social. PSE, c'est plan de sauvegarde de l'emploi. Ce PSE doit être validé le 18 décembre. On appelle un plan social. Ensuite, l'objet d'une approbation par la directe. Et sachez que nous serons très regardants sur le contenu de ce PSE. Il l'a eu après 3 appels en absence, Gérard 92, c'est vrai? Madame la ministre. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Gérard Menuel. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, il y a 8 jours, le Président de la République annonçait certaines mesures après s'être confondu en regrets et en excuses pour les importantes blessures occasionnées par son comportement depuis 18 mois. Confondu, je ne sais pas si on peut dire ça. Monsieur le Premier ministre, avec les membres de votre gouvernement, d'évoluer vers davantage d'humilité. Rappelez-vous, on l'avait commenté sur Acropolis, vous pouvez retrouver ça si vous voulez sur la chaîne YouTube Acropolis Replay. Allez-vous réduire la fracture territoriale après avoir ignoré les collectivités locales en stigmatisant les ruraux avec cette politique fiscale sur les carburants sous prétexte de transition énergétique, sans compter les 80 km/h? Allez-vous réduire la fracture intergénérationnelle après le coin que vous avez mis entre les retraités et les actifs avec cette CSG confiscatoire qui frappe ceux qui portent les liens et les solidarités familiales? Allez-vous réduire cette fracture sociale et c'est du devoir de l'exécutif d'assurer la cohésion nationale du pays avec comme élément fondamental la justice fiscale? Les mesures annoncées par le président de la République vont, faut-il dire, allaient dans le bon sens, car depuis cette annonce, quel gafouillage. Par exemple, hier, concernant ces 3 mesures, parmi elles le chèque énergie, ou encore avec la mise en place de celle annoncée par le président de la République, plus question, comme annoncé par ce dernier, d'octroyer les 100 €, mais 82 € par salarié payé au SMIC, et ce serait le foyer fiscal qui serait pris en compte. Autre exemple, la CSG payée par le retraité. On y perd son latin quant à son montant, qui serait différé et qui en serait in fine bénéficiaire. Mais où ça bloque concernant travail famille patrie? Bah non, c'est les députés de gauche posent la même question dans le fond. Couper des réalités, permettez-moi de dire qu'ils sont plus prompts, comme l'a indiqué la Cour des comptes, à s'octroyer des primes sans support légal qu'à répondre à l'urgence sociale. Allez-vous, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, point par point, dans son intégrité et au 1er janvier, mettre en place ce qu'a annoncé le Président de la République il y a 8 jours? Le président, le gouvernement ne tient pas les promesses faites par le président de la République il y a 8 jours, c'est ce que nous dit Gérard Menuel, député des Républicains de l'Aube depuis 1995. Il était à l'époque suppléant de François Baroin. Marqué par un grand sens de la nuance. Je voudrais vous dire, monsieur. Et il est membre de la Commission des développements durables et de l'aménagement du territoire. Vous le savez, vous en riez. Bien entendu, Edouard Philippe qui critique le manque de nuances de monsieur Menuel. D'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Il a fait lundi dernier, lundi de la semaine précédente, des annonces qui nous ont conduits, avec l'ensemble du gouvernement, à travailler à la façon de pouvoir les mettre en œuvre, de les concevoir, de les inscrire dans le droit et de faire en sorte que ce ne soit pas simplement des annonces qui soient inscrites dans le droit, mais qu'elles puissent, in fine, se traduire rapidement par des effets sur les personnes qui sont les plus concernées. C'est la raison pour laquelle
Vous allez examiner en commission, dès ce soir, un projet de loi portant des mesures d'urgence qui a été présenté ce matin même au Conseil des ministres et qui sera évoqué demain par cette Assemblée et vendredi, si les choses vont comme je le souhaite, par le Sénat. Reconnaissez avec moi... Vous avez vu, ça va très vite. Quand on peut faire voter une loi rapidement, on peut. Préparer un texte dans un délai aussi rapide pour un examen aussi intense est un exercice délicat, mais que ce texte qui prévoit des mesures puissantes permettra la réinjection dans l'économie de plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat vers les actifs. J'y insiste, monsieur le député, car la défiscalisation et la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la prime défiscalisée exceptionnelle, la mesure sur la CSG et la mesure sur la prime d'activité permettront de réinjecter principalement vers les actifs plus de 10 milliards d'euros. Vous allez en débattre demain. J'espère que l'Assemblée le décidera, que le Sénat le confirmera et que ces mesures pourront être mises en œuvre dans les délais les plus brefs. Ce qui nous a motivés, monsieur le député, je veux le dire clairement, c'est de tenir les engagements qui ont été pris par le Président de la République. Et je vous confirme que toute personne qui ne dispose que du SMIC pour vivre, qui a un revenu au niveau du SMIC et qui n'a qu'un revenu au niveau du SMIC, touchera en janvier 2019 une rémunération de 100 € net supérieure à la rémunération qu'il touchait au mois de décembre. C'est fou parce que c'est pas franchement ce qui est dit par d'autres interlocuteurs. Je vous l'affirme, monsieur le député, et la mesure telle qu'elle a été calibrée permettra de donner du pouvoir d'achat supplémentaire à tous les actifs qui se trouvent dans ces niveaux de rémunération à 1 SMIC, à 1,2 SMIC, en fonction de la composition du foyer, à un peu plus. Ah mais je n'avais pas compris, monsieur le député, que la droite trouvait pénible de prendre en compte l'ensemble des ressources du foyer dans les dispositions d'accompagnement ou dans la fiscalité. Si c'est le cas, c'est un point très intéressant. Et je suis certain que vous saurez le faire valoir au moment des prochaines discussions, que ce soit en matière de dispositif fiscal ou en matière de dispositifs destinés à favoriser le travail. Je vous remercie. Il a mal à la gorge, le Édouard. Non, il est fatigué, hein, Édouard Philippe. Ça s'est senti à la fin, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est fou. Si vous voulez bien, nous allons écouter dans le calme Madame Martine Vonner. Les 2 derniers mois ont été durs pour lui, hein, visiblement. On l'a déjà vu plus fatigué il y a quelques semaines, mais là, on sent qu'il n'est pas encore complètement remis. Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville et du logement. Monsieur le ministre, ma question concerne celles et ceux de nos concitoyennes et concitoyens sans domicile fixe, d'autant plus vulnérables et démunis lorsque l'hiver s'installe. Lors du dernier épisode de froid, en février dernier, c'est la première question sur la trêve hivernale. Personnes sont décédées en France. Depuis 2014, ce sont en moyenne 500 personnes qui, chaque année, meurent dans nos rues, à l'abri de nos regards. Nous avons une responsabilité immense, rappelée d'ailleurs par le Président de la République, celle de les aider et de les accompagner. Monsieur le ministre, mes anciennes fonctions de directrice médicale du SAMU social de Paris m'ont conduite à prendre toute la mesure de la détresse de toutes ces personnes qui n'ont plus rien, parmi lesquelles un nombre croissant de femmes. J'ai vu les conséquences de l'exclusion, fussent-elles sociales, économiques ou médicales, sur la santé physique comme psychique. Le plan hiver annoncé par le gouvernement fixe des objectifs ambitieux, un budget de 5 millions d'euros supplémentaires pour financer plusieurs dizaines d'équipes de maraude et en plus des 136 000 places stabilisées, l'ouverture de 14 000 places supplémentaires sur tout le territoire. Ces mesures, loin des effets d'affichage dont ce sujet trop sérieux ne saurait souffrir, sont cruciales et s'appuient sur la mobilisation de l'État aux côtés des associations
et des collectivités territoriales dans le repérage des locaux vides et leur mise à disposition. Monsieur le ministre, pouvez-vous assurer aujourd'hui à la représentation nationale que ce dispositif est prêt à accueillir les plus vulnérables? Je vous remercie. C'est la question de Martine Vonner, députée La République En Marche, vice-présidente de la Commission des Affaires sociales et vice-présidente du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri. Elle avait hésité à rejoindre le groupe Liberté et Territoire, mais qu'elle jugeait trop à droite. Merci, Monsieur le Président. J'ai pas entendu la blague. Je vous remercie. Julien Denormandie n'est plus secrétaire d'État, il est ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires. Il a fait un lapsus. Il a dit secrétaire d'État. Les députés, Madame la députée, vous évoquez un sujet d'une extrême gravité. Et on se souvient qu'Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri dans les rues. Des milliers de personnes qui encore à la fin 2017. À la rue. Et la rue, on n'y dort pas par choix, on y dort parce que c'est subi. La rue, elle tue l'hiver. La rue, on n'y dort pas par choix. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui avait dit que... Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est Sylvain Maillard, député En Marche, qui avait dit qu'il y avait des sans-abri qui aimaient dormir dans la rue. Améliorer le aller vers pour pouvoir donner. Il y en a un qui avait dit un truc comme ça. Et malheureusement, vous le savez très bien, au regard de vos fonctions passées, on observe de plus en plus de femmes et d'enfants aujourd'hui dans la rue. Et donc, fonction passée, elle travaille pour le SAMU social de Paris. Avec cet accompagnement spécifique. Martine Vonner. Le deuxième élément, c'est d'ouvrir plus de places. On fait un effort considérable, je ne m'en satisfais pas, mais je dis que cette détermination... C'est bien Sylvain Maillard qui avait dit ça, Fanny Dufosse, merci. Beaucoup d'humilité, elle est totale, et je crois qu'on travaille main dans la main avec les élus locaux et les associations en ce sens. Depuis le 1er novembre, c'est 8400 places qui ont été ouvertes, qui sont venues s'additionner à l'ensemble du dispositif déjà existant, c'est-à-dire 136 000 places, pour pouvoir accompagner mieux, accompagner plus et accompagner de manière plus anticipée celles et ceux qui en ont besoin. Et puis l'État, il se doit d'être exemplaire et j'ai demandé à l'ensemble de mes collègues, des ministères, de pouvoir identifier les sites qu'ils peuvent mettre à disposition. Dans quelques heures, je serai Vincent, si tu vois ça, retourne bosser l'histoire, c'est drôle. Ministre de la Défense, pour inaugurer l'îlot Saint-Germain. C'est un site anciennement de l'administration de la Défense où il y aura 170 places qui seront ouvertes, 120 pour les familles, 50 pour les femmes isolées. C'est là aussi un symbole, un signal, un témoin de cette détermination totale du gouvernement aux côtés des élus locaux et des associations pour donner un toit et plus encore demain une adresse à celles et ceux qui en ont besoin. Okay, un truc que je ne savais pas, Julien Denormandie, il a 4 enfants. De la ville et du logement auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. La parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel. Voilà, c'est la réponse de ma question. Julien Denormandie, rappelons qu'il y a des morts dans la rue chaque hiver. Absolument. Je ne sais plus combien, mais... Et pas que l'hiver d'ailleurs, mais surtout l'hiver. Chacun aura pu mesurer la force de la colère jaune qui secoue notre pays depuis plusieurs semaines. Nul ne sait ici quel sera l'avenir de ce mouvement dont l'engagement et même parfois les excès ne correspondent en rien à ce que notre pays connaissait jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, ce mouvement aura eu le mérite de vous forcer à tendre l'oreille vers une France que visiblement vous ignoriez. À force d'être trop intelligent, de mener des politiques trop subtiles, vous en aviez en effet oublié qu'on a rarement raison tout seul. Vous avez été trop intelligent et trop subtil. Que la colère n'explose. Pour cela, il aurait fallu écouter le Parlement, ne plus mépriser les élus, les syndicats, les corps intermédiaires et sortir de vos certitudes. Ces 18 derniers mois, le groupe socialiste vous a alerté en formulant bien des propositions que vous n'avez eu de cesse de repousser d'un revers de main, cette nuit encore. Chacun aura remarqué votre évolution, votre transformation même. En effet, combien de propositions que vous moquiez hier, rejetiez ici avec conviction, figurent aujourd'hui dans votre loi. Les socialistes qui font de l'anti-intellectualisme, non, c'est pas ça, c'est que Gilles Legendre, le président du groupe En Marche, a dit les députés En Marche avaient été trop intelligents introduction des portes et fenêtres, changement de chaudière et donc mal compris par les Français, et c'était un tacle à cette... Dès 2018, nous vous demandions en vain de renoncer à la hausse de la CSG pour les retraités gagnant jusqu'à 3 000 €. Nous vous alertions en vain sur les 55 milliards de plus de fiscalité énergétique punitive. Vous nous proposez aujourd'hui de voter certaines de ces mesures avec la même conviction avec laquelle vous les refusiez hier. Ce qui était infinançable et inacceptable il y a 3 semaines devient souhaitable et soutenable aujourd'hui. Vous comprendrez que face à cette conversion brutale, nous soyons sceptiques, comme beaucoup de Français,
Comme eux, nous attendons que vous évoluiez encore. Retour de l'ISF, suppression de la flat tax, réindexation des retraites, relèvement des salaires, bref, des mesures justes et fiscales. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin entendre ces demandes en les inscrivant dans votre loi avec de vraies mesures d'urgence économique et sociale? Gérald Darmanin, ministre. Tous les députés PS ont pissé dans un violon jusqu'à maintenant. Et là, finalement, vous avez compris, quand vous avez pris peur, vous avez compris qu'il fallait nous écouter. Est-ce que vous allez aller plus loin et faire tout ce qu'on demande? C'est ce que demande Marie-Noëlle Battistel, députée de l'Isère et vice-présidente de la Commission des Affaires économiques. Nous avons cette nuit étudié et terminé le budget pour l'année prochaine. Un vote solennel aura lieu demain. Et ce sera grâce à la majorité que les Françaises et les Français vont voir une augmentation un peu de tautologie, ça. De leur pouvoir d'achat, complétée par le texte que portera Madame Pénicaud et Madame Buzyn devant votre hémicycle. Mais Madame la députée, vous nous avez fait le conseil de vouloir écouter encore plus ce peuple français, vous avez raison. Mais on aurait peut-être aimé que vous puissiez battre un peu votre coulpe également. Parce que si vous avez pensé que l'augmentation de la fiscalité décidée par le quinquennat précédent, madame, la non-inversion de la courbe du chômage qui a donné tant d'espoir aux Français, la loi NOTRe et la loi MAPTAM qui a séparé les élus des territoires de nos concitoyens, l'injustice fiscale, à promouvoir une taxe à 75% que vous avez promis et que vous n'avez jamais mis en place. Si vous acceptiez, madame, le creusement de la dette et l'augmentation des dépenses publiques, l'augmentation de la fiscalité, vous auriez pris peut-être une petite part d'héritage battre le coulpe tant qu'il est chaud. Que nous vivons également. Alors, battre sa coulpe, ça veut dire... Alors, madame... Pas faire amende honorable, mais... Ce qui est certain, est que vous regardez l'opinion et écoutez les Français. Et ça vaut pour tous les bancs de cet hémicycle. Personne ne profite de cette crise. Et aujourd'hui, le gouvernement vous propose de travailler à des mesures d'urgence pour écouter les Français. Et cette nuit, j'ai trouvé des députés de la majorité parfaitement mobilisés, parfaitement humbles, pour écouter le peuple français. Alors, personne ne profite de cette crise, c'est pas si sûr parce que dans les sondages, c'est le Rassemblement national qui monte. Et petite pause pour dire qu'on a raté un sub, on ne sait pas pourquoi on n'a pas d'annonce, mais un sub de Checksam. Merci beaucoup pour ce sub, pour ce prime. Merci à toi Checksam, mais on ne sait pas pourquoi c'est peut-être parce qu'il y a coupé internet et du coup ça a tout cassé. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout pété. Donc merci Checksam pour ce prime. On continue. La parole est à monsieur Jean-Félix Aquavive. Merci, les places sont chères pour assister à ce spectacle. Non, c'est gratuit, Romain. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, je ne peux tout d'abord évoquer l'agriculture et notamment son lien charnel avec la terre corse, sans faire référence à un grand homme qui vient de nous quitter et dont la vie entière a été consacrée à des combats permanents pour la démocratie, Simeoni, la paix, au service d'un peuple responsabilisé et maître de sa destinée, mais aussi et surtout contre toute forme d'injustice qui lui était insupportable. Je veux bien sûr rendre hommage ici, dans cette assemblée, à Edmond Simeoni. Edmond Simeoni qui est mort il y a quelques jours. La maîtrise foncière pour et par les paysans corses à des fins de renouveau d'une agriculture productive. Une des grandes figures du nationalisme corse. Traditionnel, gage d'une responsabilisation individuelle et collective, figure au premier rang des héritages les plus précieux qu'il nous a légués. Qu'il repose en paix, qu'elle ripose in santa pace. Aussi, face aux enjeux actuels économiques, environnementaux, de dépossession foncière, de revenus auxquels sont confrontés les agriculteurs en général, mais aussi de relations culturelles et éducatives à la terre, d'alimentation saine et de place de l'agriculture dans nos modèles productifs pour nos sociétés. Il nous paraît fondamental que les négociations autour de la future politique agricole commune post-2020 intègrent deux dimensions essentielles. Une première concerne la nécessité d'une avancée significative autour d'une gouvernance politique plus territorialisée en ce qui concerne la mise en place des premiers et deuxièmes piliers de la PAC. La deuxième, concernant une vraie reconnaissance des spécificités au niveau des parcours et des pâturages nécessaires à un élevage et un acte de production traditionnel, respectueux des cultures et de l'environnement. En Corse, l'ambition du Conseil exécutif est maintenant, depuis 3 ans, de promouvoir un cadre de développement agricole et forestier avec des objectifs clairs de production et de soutenabilité environnementale. En raison des compétences de la collectivité de Corse et de l'Office de développement agricole, à l'heure où la Commission européenne cherche à présenter un cadre à ascension des dispositifs du premier et deuxième pilier, êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à envisager l'élargissement du périmètre d'intervention spécifique de la collectivité dans ces politiques? Je vous remercie.
Voilà la question de Jean-Philippe Saccois-Viva. Il est membre du groupe Liberté et Territoire et est député de Haute-Corse, bien évidemment. Ces questions portées sur la Corse. Il a mentionné Edmond Simeoni, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est un des pères du nationalisme corse, avec ses frères Max et... Merci pour votre question qui me permet de redire un mot sur la PAC et sur la spécificité de cette politique agricole commune. D'abord, pour vous signaler que l'Union européenne, comme la France, souhaite que la PAC soit une politique européenne et pas une politique renationalisée. Et Edmond Simeoni, qui est aussi le père de Gilles Simeoni, le président actuel du Conseil exécutif de Corse. Chaque État ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est bien normal, les grandes orientations doivent être fixées à l'échelon européen. Par contre, évidemment, sur un certain nombre de spécificités, sur les handicaps, sur un certain nombre de zones, il existe des aides européennes que chaque État peut elle-même distribuer. Nous voulons faire vraiment de la simplification. Aujourd'hui, vous le savez, dans notre pays, il y a 9000 critères pour attribuer ces aides. Je pense qu'il y en a quelques milliers de trop afin de simplifier cette PAC. Cette PAC doit être simplifiée. La volonté de l'Union européenne, comme du gouvernement français, c'est d'arriver à faire en sorte de continuer à tenir compte de ces zones défavorisées, de ces zones spéciales. Et c'est d'ailleurs le cas en Corse, puisque vous avez aujourd'hui, avec l'ODARC, un organisme payeur. Vous voulez un concert à deux voix entre Jean Lassalle et la Corse, de ce que sont ses spécificités et Jean-Philippe Saccois-Viva. Aujourd'hui, la volonté de l'Union européenne, c'est d'arriver à rassembler les organismes payeurs et à faire en sorte qu'ils soient moins nombreux possible sur le territoire national. Sous l'autorité du Premier ministre, la volonté de la France, c'est de maintenir ces spécificités et c'est de regarder comment demain les spécificités, les ICHN, les MAEC, tout ce qui concerne les territoires un peu diffus pourront continuer, et notamment pour la Corse, regardez comment nous pourrons tenir compte de votre spécificité afin de continuer dans la même ligne de ce que nous faisons depuis des années maintenant. Je vous remercie. ICHN, c'est indemnité compensatoire de handicap naturel. La parole est à Madame Danielle Obono. Pour aider en cas d'intempéries. Et MAEC, c'est les mesures agro-environnementales et climatiques. D'une association de malfaiteurs qui exécute au doigt et à l'œil les ordres d'un certain Jupiter, avec pour seul dogme, seule idée fixe, seule boussole politique, protéger les riches, défendre les riches, sauver les riches, envers et contre tout, le bon sens, l'intérêt général comme celui de la planète. Une révolte populaire lui a peu fait ravaler sa morgue et changer de ton, mais cela ne lui a pas encore fait abandonner cette funeste obsession. Il pense pouvoir mater le peuple à coups de flashball et l'amadouer avec quelques écus, récupérés en lui faisant les poches. Des gilets jaunes demandent l'augmentation du SMIC. Il répond « Laissez s'exprimer, Madame Obono. Je vous donne une prime, pas à tout le monde, pas tout de suite, pas automatique. On ne sait pas encore de combien, 40, 90, 100, mais on sait que c'est vous qui la paierez avec vos impôts. » Les gilets jaunes demandent la justice sociale. Il répond « Ok, je vais vous faire travailler plus pour gagner pas beaucoup plus, en vous sucrant vos cotisations, donc votre sécu, votre chômage et votre retraite. Traquez, bonnes gens, le Macrozy nouveau est arrivé. » Les gilets jaunes demandent la justice sociale et le retour de l'ISF. Il répond « Ça non, touchez pas au Grisby. C'est 4 milliards d'ISF, c'est 40 milliards de CICE, c'est les cadeaux qu'on ne peut donner qu'aux riches. » On recule un peu ici, mais on reprend un bout par là. On rétropédale parce que c'est trop gros. C'est la cacophonie en marche. Plus personne n'y comprend rien, c'est fait exprès, ou alors c'est incompétent, soit c'est les deux. La seule chose qui est claire, c'est que ce sont toujours les mêmes qui paieront et les mêmes qui ne paieront pas. Pendant que les foyers modestes et les un peu moins pauvres passent à la caisse, les ultra-riches dorment tranquilles. Invités à fouler la moquette à 300 000 € de l'Élysée, elles et ils feront peut-être ruisseler quelques gouttes qui s'évaporeront avant de toucher terre. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolosses. Essayez de ne pas nous faire prendre des vestiges pour les lanternes. Quand allez-vous enfin faire contribuer ces riches qui nous coûtent à nous et à la planète bien trop cher? Merci Madame Obono. La parole est à Madame quoi qu'on pense du fond, qui peut se justifier, hein, sur la forme, on n'est quand même pas... On n'est quand même pas dans ce qu'on a vu de mieux dans l'art oratoire parlementaire. Mesdames et messieurs les députés, vous avez entendu la question de Danielle Obono. Faites payer les riches, s'il vous plaît. Il y a une chose que vous avez oublié de dire des Gilets jaunes. Faites payer les riches. Une chose qu'ils ont demandé aussi, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique de ce qu'ils disaient. Pas sûr qu'ils aient demandé ça, les Gilets jaunes. Si. Ils sont partisans, mais ils sont politiques. Hein. Ils sont politiques, mais ils n'ont pas demandé de la récupération. Derrière vos propos... C'est plutôt dans la défiance du politique. Moi, j'entends une chose.
J'entends une chose, c'est que finalement vous êtes contre la solidarité, la justice sociale. Nous allons redistribuer 10 milliards d'euros aux salariés qui ont les revenus les plus bas et vous êtes contre. Eh bien moi je ne comprends pas votre position. Car oui, les heures supplémentaires, l'augmentation du SMIC, la prime d'activité, l'ensemble la prime exceptionnelle, l'ensemble des mesures et les retraités les plus modestes, tout cela vont bénéficier. Et c'est vous pensez combien de personnes à l'Assemblée a compris le mot bolos? Nous amplifions ce qui était dans le programme présidentiel pour redistribuer. C'est le travail qui est valorisé, je suis pas sûr que je l'aurais la tenté, justice sociale celle-là. qui est valorisée. Et moi j'en appelle sur tous les bancs, tous ceux qui sont conscients à la fois de la crise et de l'appel des Gilets jaunes, à voter les textes que nous allons présenter et qui vont permettre cette redistribution de pouvoir d'achat pour que les salariés les plus modestes puissent avoir plus de sérénité dans leur fin de mois. C'est ça que nous faisons et j'appelle tous à le faire. Les gilets jaunes sont tellement divers, tu peux leur faire dire ce que tu veux, il y aura toujours une certaine catégorie qui colle à ce que tu dis, nous dit Benav, c'est pas faux. La parole est à madame. Et sinon, les ultra-riches, effectivement, elle n'a pas répondu à la question. Après, est-ce que ça valait vraiment le coup de répondre à la question? Ma question s'adresse à Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé. Ça vaut pour tous les partis, personne n'est là pour l'intérêt général, chacun veut son cible électorale, c'est vrai. L'information sont désormais une donnée constitutive des réseaux sociaux. Elles prennent différentes formes. Images détournées, vidéos tronquées, propos raccourcis et sortis de leur contexte, faits alternatifs et théories du complot. Ces dernières semaines, les réseaux sociaux sont devenus des médias de désinformation en continu, où tout le monde y va de sa propre vérité. À l'heure où nous devons impérativement travailler avec les citoyens sur un nouveau contrat pour la nation et leur donner confiance en notre démocratie, les fausses informations déstabilisent nos institutions et nos concitoyens. Le fonctionnement des algorithmes amplifie leur diffusion sur les réseaux sociaux en faisant circuler les contenus les plus appréciés sans juger de leur véracité. À cela s'ajoutent les commentateurs irresponsables qui n'ont qu'une volonté en les relayant, celle de rajouter de la défiance à la défiance, de la colère à la colère et de l'indignation à l'indignation. Oui, ces fausses informations sont dangereuses. Dangereuses car elles montent les citoyens les uns contre les autres, troublent les esprits, polluent le débat public et mettent en danger notre démocratie. La liberté d'expression est une liberté fondamentale de notre République. Ce qui concerne l'information, le travail de recherche, d'investigation, de vérification réalisé par les journalistes demeure primordial. La loi contre la manipulation de l'information est entrée en vigueur et protégera désormais notre démocratie au moment des élections et contre ceux qui ont l'obsession de la mettre en péril. Tous les acteurs du numérique ont désormais le devoir de travailler ensemble et de mettre en place des actions pour lutter contre la diffusion des fausses informations. Les plateformes en ligne vont également devoir faire preuve de transparence sur le fonctionnement de leur algorithme. Dans ce contexte, je voudrais savoir, votre algorithme, vous, le chat? Comment vous envisagez de travailler avec ces acteurs du numérique pour éviter faites de que la l'apprentissage manipulation automatique de dans vos désinformations devienne une constante de notre actualité. Je vous remercie. Est-ce que tu veux que j'applique de la transparence sur ta caméra, François? Allez, j'aimerais plus de transparence, on veut. C'est la question de Fabienne Colboc, députée de La République En Marche d'Indre-et-Loire. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée. De la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Les fake news, les infos intoxicantes, on va les appeler aujourd'hui les infox. Les infox, on a tous vu, on a tous reçu. Parfois, on y a tous cru. Parfois, on les a partagés. Parfois, certaines ici les ont même partagés à des heures de très grande audience. Coucou le pacte de Marrakech. Les infox, c'est fascinant. Ça ressemble à la vérité. Ça fait faire des grimaces. On y croit très fort parce que ça a le même goût, ça a le même parfum, ça a la même odeur que le vrai. Pour l'exclamation Marrakech. Les infox, aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave parce que cette année, le taux d'équipement, il est de 100% chez les 18-25 ans. 100% de nos 18-25 ans qui ont un téléphone connecté à Internet. Et qui ne sont pas sur Acropolis, c'est scandaleux ça. Et chez ces 18-25 ans. On veut 100% des 18-25 ans sur Acropolis, s'il vous plaît. Faut partager. Qui ne s'informent que par les... Alors qu'on a une nouvelle coupure de connexion Internet. C'est la censure. À force de dire des fake news, on se fait censurer, c'est normal. Hein. Je veux dire, Mounir, tu sais à quoi tu t'exposes. C'est pour ça que Marrakech, ça n'a pas marché, les commandes. Heureusement que les gens qui sont sur le replay peuvent nous suivre. Tout à fait. Ah oui, parce que là, du coup, plus personne nous voit. Plus personne nous voit, l'enregistrement continue. Exactement, et bien c'est nickel, bah, c'est parfait. Donc il faut le temps que la connexion revienne. Eh bien écoutez, attendons que la connexion revienne. Pendant ce temps, je vais vous chanter une petite musique d'ascenseur. Ah, c'est sur le retour, c'est sur le retour. Dites-nous quand vous nous revoyez, hein, les amis du chat, dites-nous, on ne vous entend pas. Lumière, Aziz, lumière. Ah, déjà on a un retour du son. Tout à fait. Est-ce que le chat nous entend? Est-ce que le chat nous voit?
faites-nous des dabs dans le chat si vous nous voyez, nous entendez. On veut des dabs dans le chat. Des dabs ou du Père Noël. Ou du Père Noël, ouais, de l'emoji Père Noël. Envoyez de l'emoji Père Noël. C'est l'occasion, hein, je veux dire. Exactement. Vous nous dites, hein, quand on peut reprendre, on vous attend. On vous attend, dites-nous dans le chat, quand vous nous voyez, nous entendez, balancez-nous de l'emoji Père Noël dès que vous nous voyez et vous nous entendez. C'est le stream qui a lâché, sinon il y aurait la miniature. On s'est fait censurer, on gêne, hein, on est la petite chaîne de médias, le petit média social qui monte malgré le silence des médias. On sent que... Qui c'est qui n'a pas payé l'internet au bureau, hein? Payer? Ça veut dire quoi, payer? La régie. Payer qui? Payer quoi? Est-ce qu'on est revenu? Est-ce que vous entendez le chat? Allô? Hello, hello. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous voyez? Est-ce que tu me sens? Eh oh. Tu m'entends? Eh oh. Est-ce que si vous nous entendez, vous nous voyez, mettez-nous des emojis Père Noël dans le chat, s'il vous plaît. C'est vrai qu'à chaque fois, en plus, ça remet la pub, c'est génial. Ah, en plus. J'adore. Oui, du coup. Non seulement on paye pas Internet, mais en plus, on a de la pub, quoi. C'est incroyable. Nickel. En fait, tout ça, c'est juste pour vous faire payer. Ah, des emojis Père Noël, c'est que vous nous entendez, vous nous voyez. Merci beaucoup. Le retour du Jedi. Eh bien, écoutez, on va reprendre avec la réponse de Mounir Majoubi. Désolé pour ces coupures qui sont complètement, pour une fois, indépendantes de notre volonté. Exactement. C'est parce que au gaming se fait une LAN à côté, du coup, non, pas du tout. Même pas. On reprend. C'était hier. On rappelle que les gens qui sub n'ont pas de pub. Non. C'est fourbe ce que tu fais là. C'est fourbe. Purement informationnel. Tu extorques de l'argent des viewers. Nullement, j'explique. Allez, reprends, il est 16h, sinon on va rater le début de questions au sénateur. On a de plus en plus de ceux-là qui ne s'informent que par les messages qu'ils partagent et qu'ils reçoivent par les réseaux sociaux. Alors que se passe-t-il quand les infox prennent la place de l'info? Eh bien, c'est la démocratie qui est abîmée. Parce que les infox, c'est une infection qui essaye d'identifier les blessures de la société, qui enfonce son doigt très fort pour en faire une blessure à vif, espérant que le corps malade ne se relèverait jamais. Depuis 18 mois, nous sommes mobilisés, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, autour de deux axes principaux. Celui de sensibiliser tous les publics, et ça commence dès le plus jeune âge, à comprendre les infox, à comprendre ce qu'est une source. Et le deuxième axe, et qui est le plus important aujourd'hui, c'est celui de punir. Il faut punir les infox, c'est beau la novlangue macronienne. Les infox, ce serait pas plutôt un néologisme créé, je sais pas, peut-être par l'Académie française ou un truc comme ça? Aujourd'hui, les infox, elles sont les Canadiens préférées des extrêmes droites internationales. Elles les unissent, elles les solidarisent. Vous entendez qu'à l'extrême droite, ils adorent ce genre de commentaires. La loi de lutte contre les fausses nouvelles que vous avez votée va nous donner de nouveaux outils pour pouvoir travailler avec les plateformes pour identifier ces producteurs et ces diffuseurs. Un tox, un fox, je sais pas quel. Laurence Dumont. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les Français acceptent l'impôt quand il est juste, quand chacun contribue à hauteur de ses moyens. Excuse-moi François, oui. Juste pour te prévenir, c'est Laurence Dumont et pas Laurence Rossignol. Merci. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça valait le coup. Tant vous n'avez pas hésité pour supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, à baisser les APL, à augmenter la CSG des retraités. Cette suppression de l'ISF est vécue comme une injustice et c'en est une. Aucune justification de votre part ne peut apaiser ce sentiment d'injustice et pour cause. Les chiffres sont là. La réalité, c'est que chacun des 100 plus fortunés de ce pays économise grâce à vous, grâce à vos cadeaux fiscaux, 1 500 000 € par an, soit 125 000 € par mois. Alors qu'une retraitée qui gagne aujourd'hui 900 € par mois verra sa pension revalorisée au 1er janvier de 2,70 €. Quelle indécence, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Français veulent à une très large majorité, plus de 70%, le rétablissement de l'ISF. Ils expriment ainsi une double exigence sociale et démocratique. Votre responsabilité est immense, mais vous persistez à vous y opposer. C'est pourquoi nous lançons ce référendum pour rétablir l'ISF. Il va dans le sens d'une plus grande participation des Français à la vie politique. Sachez, si vous en doutiez, que nous sommes très déterminés, que nous irons jusqu'au bout pour l'obtenir. Il faut 185 parlementaires. Nous y travaillons, c'est bien parti. Il faut en plus la signature de près de 5 millions de nos concitoyens
Ah oui, on n'en a pas parlé, on voulait en parler en début d'émission, on a oublié. Sociales et démocratiques que nous connaissons, on va faire une pause après la question. Ils ne seront, je pense, pas difficiles. Un don de 5 € de Père Noël, merci beaucoup Père Noël. Avec ce référendum d'initiative des petites étrennes pour vous payer un peu d'internet les enfants, c'est très sympa de ta part Père Noël. Démocratie représentative et démocratie participative vont se conjuguer pour réparer une injustice. Monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous vous obstiner qui offre un sub l'injustice? À Julie Agitation, merci beaucoup à toi, Mazu. Merci Madame Dumont. Alors, question intéressante de Laurence Dumont. Petite pause, pourquoi? Parce que donc, Laurence Dumont, qui est-elle déjà? C'est une ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Elle est députée du Calvados pour le Parti socialiste. Elle a été élue de 97 à 2002, puis réélue en 2007, chargée d'études notamment à la CNIL. Et sa question porte sur l'ISF, le rétablissement de l'ISF, et surtout un sujet dont on voulait parler en début d'émission, mais on n'a pas pu parce qu'on a discuté d'autres choses, vous l'avez vu, qui est le fait que la gauche veut tenter de passer par le RIP, le référendum d'initiative partagée, qui est donc dans la Constitution, qui permet, grâce à un certain nombre de parlementaires, elle a dit combien, 183, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, et un certain nombre de voix des citoyens d'insérer dans le débat législatif une mesure, en l'occurrence le rétablissement de l'ISF. Vous vous souvenez que l'ISF a été supprimé, remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Le Parti socialiste et ses alliés, je ne sais pas qui exactement d'ailleurs, comptent utiliser le RIP pour essayer de faire revenir l'ISF. Ah, et on a encore un bug? Ouais, mais c'est bizarre parce que là on voit le chat. Ouais, est-ce que vous nous voyez? Mettez-nous visiblement heureux, mais... Et est-ce qu'il faut que je redise ce que je viens de dire sur le... Oui, certainement. Ah merde, bon. Mais après, tu peux dire que les gens reverront le message en regardant le replay sur YouTube. Effectivement, regardez le replay, parce que le truc c'est qu'on va manquer de temps à cause de questions aux sénateurs, je suis désolé. Donc je disais juste que le Parti socialiste essaye et peut-être d'autres alliés, je sais pas, essaye de passer par le référendum d'initiative partagée qui demande un certain nombre de parlementaires et un certain nombre de citoyens, un certain nombre de signatures de parlementaires et citoyens pour pouvoir revenir sur la mesure qui est le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, je suis désolé. Et alors la question, bon, on remet la question, du coup on va pas remettre la question, mais la question c'était une question de Laurence Dumont qui dit en gros, rendez l'ISF, le Parti socialiste en ce moment essaye de faire passer le référendum d'initiative populaire pour rétablir l'ISF. On écoute la réponse. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interrogez comme la présidente de votre groupe hier sur l'ISF et surtout vous attirez l'attention sur l'initiative politique que vous prenez d'essayer d'appliquer les dispositions de l'article 11 de la Constitution corrigée, ce référendum d'initiative partagée, qui a été introduit dans le droit français à la suite de la révision constitutionnelle de 2008 et qui a été complété par un certain nombre de textes, lois organiques et décrets dans les années 2013 et 2014. Il appartiendra aux 185 parlementaires que vous espérez réunir sur ce sujet de signer ce document. Il appartiendra ensuite... Il en faudra des alliés, de vérifier, Parti socialiste. De vérifier, Madame la députée, donc une centaine de parlementaires à tous. La loi que vous vous proposez de faire adopter est bien conforme aux dispositions, au champ d'application du référendum de l'article 11. Et évidemment, le Conseil constitutionnel le fera. Un mot néanmoins, non pas pour évoquer notre différence sur l'ISF, mais pour profiter de la question que vous posez sur le référendum d'initiative partagée et partager ce questionnement avec l'ensemble de l'Assemblée. Car ce que vous nous dites, Madame la députée, ce que souhaite faire votre groupe parlementaire, c'est faire en sorte que l'expression d'une loi votée par la représentation nationale est conforme à un engagement pris par cette majorité devant le peuple. Car encore une fois, s'agissant de cet impôt, comme de beaucoup d'autres mesures que nous avons prises, elles ont été présentées avant l'élection et validées au moment de l'élection. Si on croit, j'en suis certain... Voilà le streamplot quand je peux vous offrir vos petits étrennes. Joyeux Noël. Politique. Merci beaucoup à toi, Père Noël, pour ce second don, je crois. Et de démocratie représentative. 10 €, merci à toi. Donc de faire en sorte que des lois qui sont votées par l'Assemblée nationale puissent être... C'est intéressant ce qu'il dit, Edouard Philippe. C'est exactement ce que vous proposez, puissent être remises en cause grâce au référendum d'initiative partagée. Ah, j'ai bien compris ce que vous proposiez. C'est précisément ce que permet ce que vous proposiez. Entre autres, le RIP. On aura l'occasion d'avoir un débat. Mais si véritablement le référendum d'initiative partagée ou si le référendum d'initiative citoyenne est un moyen pour essayer de revenir
systématiquement sur des dispositions qui sont votées par la représentation nationale, il me semble hyper intéressant, que ça pose des questions très intéressantes sur notre démocratie et sur la façon dont nous envisageons la démocratie représentative. C'est hyper intéressant. La démocratie représentative. Est-ce que vous dites dans le chat d'ailleurs aussi, hein? Je me contente de vous donner cet élément. Je pense que si on utilise cet instrument pour revenir sur des lois qui ont été votées par le Parlement, on peut aller très loin. Les Français en débattront, puisque nous avons souhaité que dans le grand débat national qui s'installe, on puisse évoquer un certain nombre de sujets liés à la fiscalité et évoquer un certain nombre de sujets liés à la citoyenneté, à la représentation des Français, à leur participation au débat démocratique. J'entends dans votre proposition que vous pensez qu'il est possible, quel que soit le champ d'application du référendum, mais qu'il est possible de faire en sorte qu'alors qu'une proposition a été présentée au peuple au moment d'une élection, qu'elle est votée par la représentation nationale, on puisse faire en sorte de revenir contre cette proposition. C'est un point de vue intéressant, je suis certain qu'il suscitera beaucoup de discussions. C'est hyper intéressant ce qu'il dit Édouard Philippe. On fait une petite pause, je ne sais pas trop si on a le temps, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Est-ce que, en gros, bon, sans dire qu'il n'est pas d'accord avec cette manière d'envisager les choses, Édouard Philippe dit, est-ce que c'est normal que le Parlement, via l'article 11, qu'une partie des parlementaires plus une partie du peuple, via l'article 11, puisse revenir sur une mesure qui est une promesse de campagne, qui a fait suite à une élection et qui ensuite a été votée par le Parlement? Est-ce que c'est normal qu'on puisse revenir là-dessus? C'est des questions démocratiques qui se posent. Dans le chat, vous nous dites que c'est oublier les blancs, les nuls, les abstentionnistes. C'est oublier aussi, vous l'avez dit plus haut, que quand on vote pour un programme, on n'est pas forcément pour l'intégralité du programme. C'est oublier aussi que parfois on vote plus contre qu'on ne vote pour. C'est des vraies questions qui se posent, mais ça amène vers un autre sujet qui est intéressant, qui est que on parlait beaucoup de la légitimité des Gilets jaunes, notamment les députés de La République En Marche sur les plateaux disaient beaucoup les Gilets jaunes ne sont pas légitimes, ils ne représentent pas la majorité de la population. Ce qui est intéressant, c'est que la réponse des Gilets jaunes était de dire mais les députés ne sont pas représentatifs non plus, on a voté contre Marine Le Pen et pas pour Emmanuel Macron. Et donc c'est des batailles de légitimité où en fait personne ne l'est complètement, totalement. Et c'est très intéressant toutes ces questions-là. Malheureusement, on ne va pas pouvoir en parler très longtemps puisque question sénateur à 17h, on continue. Merci Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Racon-Bouzon. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. J'associe ma collègue Anne Bruniera. Monsieur le ministre, vous avez annoncé hier matin la fermeture par le rectorat d'Aix-Marseille d'un établissement scolaire clandestin à Marseille. Une vingtaine d'enfants déclarés sous le régime de la scolarisation à domicile étaient en réalité amenés tous les matins dans un lieu que les contrôles effectués par les inspecteurs de l'Éducation nationale n'ont pas permis de qualifier d'école au sens où la République l'entend. En effet, en plus de ne pas respecter les normes de sécurité et d'hygiène requis pour accueillir des enfants, l'établissement dispensait un enseignement doctrinaire promouvant le domicile est parfois détourné de sa vocation et est utilisé comme prétexte pour scolariser les enfants dans des structures illégales, qu'elles soient religieuses ou non. L'intervention coordonnée des services de l'État pour démanteler cette école clandestine illustre, et je m'en réjouis, comment la loi votée par notre Assemblée en mars dernier, visant à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, améliore les possibilités d'action de notre administration pour procéder aux fermetures de tels établissements. Une étroite et régulière collaboration de la préfecture de police, de la préfecture et du rectorat a ainsi permis de signaler l'existence de ce lieu, de contrôler son fonctionnement, de constater le délit et de mettre en demeure les parents de scolariser sous 15 jours les enfants dans une école garantissant les conditions d'accueil et d'enseignement homologuées par l'État. Monsieur le ministre, cet événement récent, comme la future obligation d'instruction dès l'âge de 3 ans, nous montre combien il est fondamental de nous pencher une fois encore sur les dispositifs de contrôle de la déscolarisation. L'intention n'est pas de constater le droit pour tout parent d'instruire son enfant à domicile, mais bien de lutter contre les dérives possibles de cette instruction en famille. C'est le rôle de l'école de la République d'assurer bien sûr la transmission des connaissances, mais aussi de défendre les valeurs de cette République, de prévenir la radicalisation, de protéger nos enfants de l'enfermement religieux ou sectaire et de faire émerger leur esprit critique. C'est le sens de l'école de la confiance que vous appelez de vos vœux. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, comment le projet de loi du même nom, dont nous débattrons en février, permettra de renforcer encore le contrôle de l'instruction en famille par l'État? Merci Madame la députée. Présentez-nous les mesures, s'il vous plaît, Monsieur le ministre.
ministre, les mesures de ce projet de loi pour une école de la confiance. C'est la question de Cathy. Mesdames et messieurs les députés, Madame députée de la République En Marche. En effet, de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Une école qui se caractérisait par le fait qu'elle appartenait à la mouvance islamiste radicale. Et rapporteur de la proposition de loi sur l'interdiction du portable dans les établissements scolaires. A été possible grâce à vous tous, sur tous les bancs de cette Assemblée. Parce que la loi Gatel, dont vous avez rappelé l'existence, a été votée à l'unanimité ici même au mois de mars dernier. Et donc je vous en remercie tous. Car nous avons désormais les outils pour pouvoir réussir plusieurs choses qui ont été réussies mardi. D'abord, la coopération entre la police et le rectorat. C'est ce qui s'est passé à Marseille, vous l'avez rappelé. Mais aussi, nous avons la possibilité d'enjoindre les familles de rescolariser leurs enfants dans une école conforme aux lois de la République. Et c'est ce qui se passe depuis mardi avec chacun des enfants qui étaient concernés par cette école clandestine. C'est donc un progrès incontestable. Mais nous devons aller plus loin pour être plus efficaces. Et en effet, la loi que je vous présenterai au mois de février prochain permettra de le faire dans la ligne du rapport qui a été fait par deux parlementaires récemment, la députée Mme Paul Angevin et la députée Mme Anne Bruniera. Dans la lignée de ce rapport, nous contrôlerons davantage à l'avenir l'instruction à domicile. Nous sommes en ce moment même en train de nous en donner les moyens humains dans chaque rectorat de France pour contrer cette tendance qui peut en effet recouvrir différents problèmes, dont celui de la radicalisation. Et puis, la deuxième chose que nous pourrons faire, c'est que, puisque l'instruction obligatoire sera désormais à 3 ans, eh bien, nous pourrons aussi concerner les enfants qui correspondent à l'âge de l'école maternelle. Et nous savons que c'est essentiel de nous occuper de tous les âges, y compris de l'âge de 3 ans. Donc c'est une loi qui offrira un nouveau cadre, qui nous permettra d'être plus efficaces. Et c'est une loi aussi qui réaffirmera les valeurs de la République. Et parmi les valeurs de la République, il y a que, quelle que soit la structure d'enseignement, eh bien, on doit respecter les valeurs essentielles de la République. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Emmanuel Parmi les valeurs de la Maquet. République, il y a le fait qu'on doit respecter les valeurs de la République. Madame la ministre de la Santé et des Solidarités, la crise politique des Gilets jaunes témoigne, je crois, de l'attachement des Français à notre modèle social et notamment à notre système de santé que le monde nous envie. Ce modèle, les Français nous disent leur colère de le voir s'effriter sous leurs yeux, devenant chaque année de plus en plus cher et de moins en moins efficace. Ils voient avec tristesse les fermetures d'hôpitaux et de maternités, les déremboursements de médicaments et le surmenage des personnels. Votre mesure du reste à charge zéro était un signal très attendu pour redonner vie à ce modèle de solidarité nationale. D'ailleurs, nous l'avons soutenue puisqu'elle faisait partie de notre programme présidentiel. Que les Français n'aient pas à sortir leur carte bleue pour s'offrir des lunettes ou des prothèses auditives et dentaires, c'était mettre fin à une situation intolérable dans l'accès aux soins des plus modestes. Malheureusement, votre mesure a été, je crois, mal préparée et surtout mal négociée. Et elle va entraîner une hausse des tarifs des mutuelles, bien obligées de répercuter sur les Français le coût du reste à charge zéro. La hausse moyenne des primes de complémentaire santé sera de l'ordre de 7% l'année prochaine. Les retraités sont les plus touchés, eux qui étaient déjà violemment impactés par la hausse de la CSG et le quasi-gel de leurs pensions. Pourtant, Madame la Ministre, vous nous aviez assuré avoir mené des négociations pour que cette réforme se fasse au profit de la santé des Français et non pas au détriment de leur pouvoir d'achat. Alors, comment se fait-il que vous n'ayez pas anticipé la réaction des complémentaires santé? Pourquoi n'avez-vous pas pensé à négocier sur leurs tarifs? Et surtout, comment comptez-vous vous rattraper pour éviter une nouvelle baisse du pouvoir d'achat subie par les Français? Merci, cher collègue. La dernière question commente après. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Maquet, votre question me permet de rétablir quelques vérités. D'abord, premièrement, je me suis engagée devant les Français. Il n'y aura et il n'y a aucune fermeture d'hôpitaux programmée pendant ce quinquennat. Deuxièmement, tous les déremboursements de médicaments le sont pour des raisons médicales, d'inefficacité ou de toxicité, jamais pour des raisons budgétaires. Maintenant que cela est dit, je vais passer sur le reste à charge zéro.
J'ai mis en place le comité de suivi, la première réunion de la réforme hier, avec les mutuelles, les assureurs, la Caisse nationale d'assurance maladie et les associations de patients. Les assureurs et les complémentaires santé ont reconnu devant moi que les courriers qui avaient été adressés justifiant des hausses de cotisation sur la réforme du reste à charge zéro étaient illégitimes. Ils vont prendre des mesures dans ce sens vis-à-vis de l'ensemble de leurs membres. Il n'y a aucune justification. Le reste à charge zéro leur coûte 0,14% de leur chiffre d'affaires. Et dans la réforme, il était prévu que ce coût soit totalement absorbé par la réduction de leurs frais de gestion. Deuxièmement, nous avons prévu avec le président de la République, nous avons reçu avec le président de la République hier à l'Élysée l'ensemble des instituts de prévoyance, les assureurs et les mutuelles, pour aller au-delà des premiers engagements qu'ils ont pris, c'est-à-dire de ne pas justifier le moindre augmentation de cotisation par la réforme mise en place et négociée, et deuxièmement, voir comment ils pouvaient contribuer à l'urgence économique et sociale exprimée par les Français et sur lequel nous souhaitons qu'ils prennent des engagements supplémentaires. Ces engagements doivent être évidemment au niveau des taux de cotisation. Nous attendons leurs mesures. Ils ont jusqu'à demain pour nous faire leurs propositions. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Voilà, vous avez entendu la réponse de Agnès Buzyn, ministre de la Santé, à la question d'Emmanuel Maquet. Emmanuel Maquet, il est agent d'assurance et sa question portait précisément sur la réaction des assureurs des complémentaires santé suite à l'annonce, suite à la mise en place du reste à charge zéro. Le reste à charge zéro, vous savez, c'est le fait que quand vous allez chez le médecin, la sécurité sociale vous rembourse une partie des frais de santé. Ce qui reste à payer par vous ou par votre mutuelle, c'est le reste à charge. Et le reste à charge zéro, c'est... je me suis perdu. Bref. C'est le fait que quand vous allez faire une consultation, vous n'avez absolument rien à débourser. Voilà, merci. Soyons simples. Tout à fait, tout à fait. Et leur traiteuse qui nous disait les Républicains qui se drapent dans la Sécu Mazette. Effectivement, c'est rigolo parce que vous savez que la sécurité sociale, ça a été créé juste après la guerre, en 48, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, 46, 40, dans ces eaux-là, par Ambroise Croizat, qui était ministre du Travail à l'époque et qui était membre du Parti communiste. Donc effectivement, c'est rigolo de voir que 50, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard même, la roue de l'histoire a tourné. La retourne à tourner. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Nous avons 9 petites minutes pour discuter ensemble. Donc on va très vite aller vers la conclusion de cette émission, j'en suis désolé. Pourquoi ? Parce qu'à 17h, nous avons questions aux sénateurs où Hugo Travers recevra Jean-Marc Gabouty. Marc, c'est ça ? J'ai un doute. Oui, Jean-Marc Gabouty, absolument, sénateur de la Haute-Vienne. Sénateur de la Haute-Vienne, sénateur centriste, centre-gauche, RDSE. À qui vous pourrez poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas à être présent avec nous tous et toutes. Et voilà, que vous dire de plus ? C'est la fin de cette année déjà, donc vous souhaitez de joyeuses fêtes de Noël pour ceux d'entre vous qui les fêtent et de Nouvel An. On vous retrouve l'année prochaine évidemment. À partir de quand ? À partir de, j'imagine, attendez, on va aller voir sur le calendrier, mais j'imagine que ce sera le 8 janvier, je pense. Non ? Un truc comme ça ? On sait ou pas ? Je crois, je n'écoute pas ce que tu dis, mais ça correspond à peu près au 8 janvier. Ouais. De toute façon, on vous informe sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à suivre Acropolis sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Ça, c'est très cher à ce petit, au cœur de ce cher Sylvain. Je réponds à la question de Alilo qui demande quand est-ce que les tipeurs auront des smileys. Eh bien, ce n'est pas du tout d'actualité que Twitch permette à d'autres plateformes de se faire de l'argent sur les services que proposent les subs Twitch, en fait. Ah oui, c'est ça l'idée. Et c'est dommage, mais on peut pas faire. Nous, on n'en a pas la main, et je suis à peu près sûr que Twitch le permettra pas. Voilà. Zoldru qui nous dit bonne année, merci à toi Zoldru, bonne année à toi aussi, mais bonne année à vous tous. On se retrouve après ces vacances amplement méritées, soyons clairs, en espérant que nous aurons des députés plus reposés, des ministres plus reposés, pour que ça donne de bonnes discussions très intéressantes. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, dans toutes ces séances de questions d'actualité au gouvernement jusqu'ici. Acropolis, c'est pas encore terminé pour l'année pour autant, évidemment vous avez des questions aux sénateurs dans
Faut pas éloigner ton micro de ta bouche. Pardon, hein, je sais, c'est que tu parles. Je disais donc, vous avez évidemment question au sénateur d'ici une grosse demi-heure. Et demain, vous retrouvez Adrien pour Party Time et Laurent Bordel ou les deux. Et surtout, il a une invitée spéciale demain dans Party Time à 14h30. On peut annoncer? Oui, tout à fait. Il s'agit de Ghislaine ou Guylaine? Non, Ghislaine. Séné, conseillère régionale d'Île-de-France et maire de la commune d'Évêquemont dans les Yvelines. Voilà, donc si vous avez des questions à lui poser sur son boulot, n'hésitez pas. Une élue locale, comme ça vous allez pouvoir avoir un retour de c'est quoi une élue locale aujourd'hui, c'est quoi son quotidien. C'est quoi le boulot d'un élu local Exactement. Voilà. Vas-tu être reconduit pour la rentrée ou tu vas être viré? J'en sais rien. A priori, je suis invité au pot de fin d'année d'Acropolis, donc c'est que ça se passe pas trop mal. Mais écoutez, vous verrez, vous aurez la surprise à la rentrée. On a un truc à te dire, au fait. Très bien, nickel. Et pour ça, vous pourrez nous retrouver le 8 janvier. Voilà, merci à tous. Alors, Alilo qui demande quel groupe? Groupe Alternative Europe Écologie des Verts Génération. .s. Comment on pose une question dans le chat? C'est la meilleure solution pour poser des questions. T'es invité pour fêter ton départ, voilà. Voilà. On fait un plan de sauvegarde du streamer. Exactement, je vais être recyclé en meubles. Voilà, que vous dire de plus? Non, merci à tous en tout cas, on espère que ça vous a plu. Merci pour vos dons, merci pour vos subs, pour vos partages. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. D'ici à ce qu'on se retrouve le 8 janvier, vous pouvez nous retrouver tous sur le Discord où on reste disponible pour discuter, sauf ceux qui prennent des vacances. Ceux qui prennent des vacances, à mon avis. À distance, effectivement. Je sais déjà bien meubler, ça ne devrait pas poser de soucis pour se recycler en étagère. Effectivement, je décore bien. Donc style égyptien pour les étagères. Exactement. Très bien. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis et puis que vous dire à l'année prochaine. On se dit à l'année prochaine. Et la santé surtout. Et la santé surtout. C'est important. Bouffez pas trop pendant les fêtes, profitez bien, embrassez vos familles. Merci à toutes et à tous et à l'année prochaine. Bisous.